Salut à toutes, salut à tous, ça y est, c'est SN. À l'heure où vous regardez cette bien vidéo, sûr qu'on est à SN. on est à SN, on Ah là est là en là train là. de débarquer C'est sur bien. le salon. C'est bien. Et aujourd'hui, on entame la série de une vidéo par jour. De aujourd'hui, jeudi, jusqu'à dimanche, vous allez avoir une vidéo par jour sur la chaîne. Je vais les monter pendant la nuit, je Comme vais y d'hab. sacrifier des heures de sommeil. C'est ça. Vous allez avoir des retours tournés depuis le salon. Vous allez avoir des impressions en léger différé. Oui, comme en on dit. léger différé. Cette année, grosse montée en niveau, en puissance, puisqu'on est 4 dans l'équipe, on est 4 à être accrédités. Trop bien. Sylvain, que vous avez vu notamment dans la vidéo débrief de Vichy. Samuel, qui nous avait fait une vidéo sur les jeux qui rendent accro ses proches, et puis qui a participé à quelques marathons également. Et puis Mounir, que vous connaissez, mon fidèle compagnon de salon. On est 4 à être présents sur place. On va vous faire aussi du tournage in situ, sur le salon. On va essayer de vous faire des interviews également. Tu parles super bien le romain, tu Ah, maîtrises. j'ai une Ok. épouse qui est prof de latin. Donc, ouais. on va aussi commencer par vous parler de nos attentes. Quel jeu est-ce qu'on a repéré en épluchant cette longue geek list interminable. On vous a fait un top 3, on a des mentions honorables, on va vous parler de notre calendrier, de ce qu'il va y avoir à venir pendant ces 4 jours. Et on va commencer, messieurs, par un petit regard dans le rétro. Qu'est-ce qui reste de SN 2024 ? Les 4 jours de Rue du Jeu sur SN, c'est parti. Alors, messieurs, moi, je me rends à SN depuis 2013, Voilà, quasiment sans interruption. Je savais qu'il allait commencer Au début- genre, messieurs, c'est moi l'expérience C'est moi le ici. patron. C'est le chef. C'est pas pour rien que je suis le chef. Non, mais par contre, au début, je le faisais de manière beaucoup plus légère. C'est vraiment à partir de 2023 où on a commencé à le couvrir pour la chaîne YouTube, où je l'ai fait de manière plus intense en restant plusieurs jours d'affilée. On va faire un petit regard du coup sur SN 2024, mais avant ça, Samuel, toi, c'est ton premier SN cette année. Ouais, Comment tu voyais SN en fait les Le années premier SN précédentes ? cette année, moi je l'ai vu de loin. J'avoue que je m'y suis plus intéressé principalement grâce à tes vidéos. Même si je regardais, ça fait pas si longtemps que je suis dans le monde du jeu. Donc ouais, ici je me réjouis fort de découvrir le festival. D'autant plus dans ces conditions avec des gars d'expérience comme toi, évidemment. Ah, voilà. Et eux, hein. Des gars d'expérience comme toi. Ah ouais, On a j'ai été kiffé. cut. J'ai kiffé. Il commence bien. Ah ouais, super. Des gars d'expérience comme toi et les autres, tu feras un petit montage évidemment. Et ouais, une organisation derrière qui permettra de découvrir encore plus le festival. Mais avant ça, tu voyais le salon de loin comme un peu la grand-messe du jeu de société, ça te faisait rêver ou t'étais là, bon, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Je dirais pas que je voyais pas l'intérêt, mais j'aurais peut-être pas passer le pas d'aller jusque là. À mon avis, j'aurais peut-être fait au bout d'un moment, parce que c'est vrai que j'en entends de plus en plus parler, et puis je suis assez joueur euro, et il y a quand même beaucoup de sorties euro qui se font à ce moment-là, Ouais. donc il y a cette envie-là aussi de découvrir, quoi. Mais, Ça reste un salon qui a une aura importante et on voit de plus en plus de gens autour de nous qui passent le cap, j'ai Oui. l'impression, et qui y vont. C'est le big boss. C'est le Bah, big c'est boss du game. C'est le boss de fin. on sent que c'est un pivot dans l'année dans le monde ludique international, quoi. Mais surtout qu'il y a de moins en moins de jeux experts qui sortent quand même, on peut le dire. Et donc j'ai l'impression qu'ils se concentrent tous pour Essen. Mmh. Il y a Ça, moins oui. de jeux experts qui sortent, on l'a vu Je les suis 6 d'accord. premiers mois. Oui, je pense qu'aucun éditeur français ça va se sortir concentre. son autre jeu chose expert. qu'à Ouais, Essen. c'est ça. C'est vrai. Surtout, ça va être la période d'Essen et de Noël qui va venir après. Des experts qui sortent en février, mars, avril. Des Kickstarter, oui. Ouais. Mais pas trop des jeux, d'autres jeux. Hein, sinon, Ouais. à part ça. C'est vrai. Alors par rapport à l'année dernière, qu'on avait déjà couverte à nous deux, et puis Sylvain nous avait rejoint le temps Yes. d'une soirée, on a un peu fait le bilan de qu'est-ce qui restait de Essen 2024. Eh ben, pas grand-chose. Pas On se disait grand-chose. quand même avec Sylvain que c'était pas une super année, ce Mhm. Essen 2024. Bon, Mounir, toi, l'an passé, tu avais pour top SETI. Oui. Et ça, Moi, ça je- n'a pas changé, je pense. Oui, moi ça s'est plutôt bien passé justement. Mon année à SN 2024 parce que comme vous le savez peut-être, je suis un gros radin et je n'achète pas de jeux et l'année passée j'ai acheté 2 jeux, c'est mon record absolu. SETI et Stevens. Donc justement pour reparler de SETI,
s'il y a bien un jeu que, je trouve, qui est resté dans le temps, bah, c'est Seti. Il était finaliste à l'EGA et il a été aussi Mais premier au Diamant d'Or. Il a pris le Diamant d'Or. À l'heure où on enregistre, c'est-à-dire à Essen évidemment, il est 32e. Il est 32e sur la liste BGG des c'est pas mal, des meilleurs jeux Ah, des meilleurs jeux. ok. All time all time. 32. 32e. Non. Tu t'y attendais pas à ça. Hein. Ah non. 32e, donc voilà, je pense qu'il a quand même fait un peu, pas l'unanimité du tout, hein, puisqu'il a ses partisans et ses détracteurs, mais je pense que voilà, c'est un jeu qui est parti pour durer dans le temps. 32e. 32e Non, monsieur. je suis assis, hein. Et justement, bon, l'année passée, c'est vrai que je m'emballe un peu, je dis qu'il y avait plein de jeux, bon, il y avait Asian Tiger, notamment qu'on n'avait pas trop apprécié, hein, mais sur le chemin, justement, la table à côté d'Asian Tiger, il y avait justement Stevens, donc Stephens, ça s'écrit Stephens, et que moi j'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'est un jeu initié, expert light, Ouais, assez rapide. assez interactif. Ouais. Franchement, j'ai adoré. J'ai été surtout attiré par la cover. Et c'est nos amis Rola et Costa qui ont fait le jeu. Moi, mes tops l'année dernière, c'était Ironwood, notamment. Mais oui. Et ça, je continue à y jouer, je continue de l'apprécier. Il a eu sa sortie en français par Super Meeple. Donc ça, c'est un des jeux qui est resté d'Essen 2024. En plus, on a sympathisé avec les deux auteurs qui sont belges. Et Ironwood va peut-être avoir une actualité prochaine, on ne sait pas. Ok. À part ça, j'ai fait un peu la liste des jeux récupérés / achetés que je possédais toujours. Et je me rends compte que c'est plus des jeux que j'ai toujours un peu par défaut parce que j'ai pas pris le temps de les vendre, de m'en débarrasser ou quoi, Mhm. ou vraiment d'y rejouer pour statuer de si je les gardais ou pas, que des jeux qui ont vraiment été des coups de cœur. Si je vous dis Panda Spin, Oui. si je vous dis Yellow House, ça pour le coup j'aime vraiment Voilà, bien. mais Yellow House, Yellow c'est House pas mal j'aime du vraiment tout, bien, hein. c'est un petit jeu. Qui arrive en français. Il y avait Foundations of Metropolis que Sylvain a détesté, je sais, il voulait brûler le jeu. Il y a eu Stickers en jeu enfant qui était chouette, mais tu citais Ce Navalo, c'est un jeu dont j'ai fait 3 parties, j'ai toujours pas vraiment d'opinion dessus, c'est plutôt mauvais signe. Il y avait Agent Avenue qui était vraiment chouette, mais pareil, plutôt un petit jeu, on va en reparler cette année avec l'extension. Mais Agent Avenue est quand même bien resté, je trouve. Non, c'est génial. Oui, mais c'est un petit jeu. Dans les jeu. gros jeux. En fait, ce qu'il veut dire, c'est les gros jeux. Mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est pas grave. Mais c'est un justement, petit jeu. à ce propos, on s'est arrêté sur le stand de Cosmos. Et ce qu'on a fait, on a joué à. The Gang. Ah, bah oui, et The Gang, on était un peu dubitatif. Et pour finir, ça a pris. On avait passé un bon moment sur le salon. The Gang. Et on y est même revenu. Si tu te rappelles. Ouais, on est revenu, on a sur le rejoué stand, à une c'est autre table avec d'autres gens. Et donc, ça nous a plutôt convaincus. Maintenant, est-ce qu'il reste maintenant The Gang pour moi, The Gang, il continue à rester, mais parce que j'ai encore envie de le faire découvrir. Mais par contre, avec les gens avec qui j'ai déjà joué à ce jeu-là, bon. J'ai pas spécialement envie d'y revenir, voilà, sauf si on me le demande, quoi. Mais par contre, dans le plaisir de faire découvrir, c'est vraiment un jeu, tu te dis, ah ben ça, je pense que ça va intéresser des joueurs, et surtout même des non-joueurs, quoi. Un dernier jeu que j'ai envie de citer, qu'on avait découvert à Essen aussi, c'est Altei, de Paolo Mori et Ole Steines, qui va d'ailleurs bientôt avoir droit à une extension, et ça, on est très content. Et moi, j'ai regardé, pour l'instant, c'est le jeu sur l'année 2025, auquel j'ai le plus joué en termes de nombre d'heures. J'étais étonné, mais j'en ai fait 7 parties, et comme c'est des parties assez conséquentes, de vite 2 heures, bah, il est dans mon top de classement. Tout jeu confondu. Ouais, après je joue à beaucoup de jeux différents, donc ça ventile un peu les stats, mais voilà, Altei, il faut reconnaître qu'il s'est imposé chez moi, et moi, même sans extension, je reste toujours partant pour y jouer. C'est clair. Sylvain, toi, l'année passée, tu avais repéré Arx, Flatiron et Timeless Journey, notamment. Mais sinon, je sais pas s'il te reste beaucoup d'autres choses. Non, il y avait d'autres choses. Déjà, il y a quand même Shackleton Base. Ouais, mais qui n'est pas une sortie des scènes pour le coup. Qui était sortie juste avant pour la Gen Con, mais qui en Europe faisait sa sortie quand même plutôt à ce moment-là. Oui, c'est vrai, on est un peu biaisé parce qu'on l'avait reçu avant. Exactement, on y avait joué des fois à Cannes, etc. Ça fait un moment qu'on y jouait, donc mais c'était quand même leur grosse sortie, leur gros stand, etc. C'est ça. Ah bah c'est un jeu expert qui a marqué l'année, qui a gagné le GA. Pour le coup, celui-là, il faut quand même peut-être le nommer, même s'il n'est pas exactement sorti à Essen. Et qui va avoir droit à son extension bientôt, en 2026. Ouais, apparemment. Donc celui-là, j'y joue encore pas mal. Il y a Inferno, qu'on sort encore pas mal entre nous, que j'ai découvert au salon, que j'ai acheté, j'ai précommandé l'extension qui va sortir là,
Et je trouve le jeu très intéressant, très frais dans ce qu'il propose. Il se joue bien à 2, à 3, à 4. C'est un jeu Sur la thématique des enfers. Les enfers. des enfers où tu joues à la fois le monde des mortels et le monde des âmes, et les actions que tu vas faire dans le monde des âmes vont influencer ce que tu vas faire dans le monde des mortels après derrière. Après il y a un peu de dinette, tu achètes des ressources, tu les changes, etc. Mais pas trop quand même, il n'y a qu'une seule ressource, c'est de l'argent. Et tu vas gérer ta famille, gérer tes ouvriers, les poser à des endroits, les récupérer. Et le but c'est de scorer un maximum de points de victoire en faisant des majorités, en posant des âmes à certains endroits. C'est assez interactif, tu peux rusher des parties. C'est un jeu qu'on aime bien jouer, qui est vraiment resté nous dans notre groupe de joueurs. Sacha a une boîte, moi j'ai une boîte et on le sort assez régulièrement. Donc bizarrement celui-là est resté alors qu'il est passé un peu sous les radars. C'était chez Red Modo. c'est une boîte Modo, indépendante qui fait. Si vous voulez voir un peu ce qu'on en pensait, en 2023 on l'avait testé avec Baja. Et c'était vraiment bien. Donc si vous voulez fouiller un peu dans les vidéos. Et le dernier qu'on joue encore pas mal, c'est First Star. First Star qui est Stan Kordynski, que j'ai pas encore l'occasion de Stan jouer. Kordynski, celui qu'on préfère je pense parmi les jeux de l'auteur qui fait un peu tout et n'importe quoi. Mais celui-là on l'aime vraiment beaucoup, on le sort régulièrement. Il est sorti chez Hobby World, donc un éditeur russe, et il a été pris par 25th Century, donc des Américains qui l'ont ressorti sous forme de Kickstarter, qui va être livré à la fin de l'année. Et ça c'est un gros coup de cœur qu'on sort pareil beaucoup dans notre groupe de joueurs. Voilà. C'est un jeu qui se joue en 1 heure, qui est bien entre fin d'initié, début d'expert, mais très intéressant avec un mécanisme d'enchère pour se positionner, un jeu qu'on aime beaucoup parmi nous. Donc en gros jeu, c'est ces 3 là que je garderai moi. Ça fait quand même 3 quoi. Je trouve qu'il n'y a pas toutes les années 3 bons jeux qu'on a envie de garder. Moi je trouve c'est quand même Oui, mais Ark c'était pas vraiment une sortie. Enfin, pas en VF. Oui, c'est ça. En VO, et puis en VO c'était sorti même avant, mais c'est là que j'ai découvert. Mais pour parler, parce qu'on en parlait en off, pour reparler des jeux qui étaient sortis un petit peu avant Essen, mais qui étaient présents au salon évidemment, il y a aussi Sankoré évidemment, qui était quand même un jeu marquant pour l'année. On l'a joué avant et je pense qu'il nous a bien plu et qu'il reste encore. Moi j'ai adoré. Voilà à peu près pour les jeux qui nous restent de Essen 2024. Chapitre 2 de cette première journée, on entame Essen 2025 à proprement parler, et on a regardé un petit peu les jeux qui buzzent en termes de pouces. Vous savez que sur la Geek List on peut mettre des pouces vers le haut quand on est chaud pour un jeu, et c'est un truc très important pour les éditeurs. Les petits éditeurs ils demandent pas mal s'il vous plaît allez mettre des pouces à mes jeux, parce que la plupart des gens par défaut quand ils arrivent face à une Geek List avec 1000 jeux dedans, ils vont classer par tiens qu'est-ce qui buzz, qu'est-ce que les gens ont repéré. Tu n'as pas regardé les 1000 jeux? Ok. Non mais il y a plein de gens qui évidemment qui les regardent pas. Moi j'avais pas les pouces et j'ai commencé à regarder tous les jeux et c'est long. C'est très long. Donc du coup là dans ce segment on va vous parler des jeux qui ont récolté une majorité de pouces et qui, on va pas dire qu'ils nous laissent froid, mais en tout cas ils sont pas dans notre top, c'est pas des trucs où on va aller vers un achat aveugle, précipité. On va commencer par Horloge Astronomical Clock. Moi, c'est plutôt la mécanique qui me laisse un peu dubitatif. C'est édité par Peroloco, les Espagnols de Peroloco, qui l'année passée avaient sorti Phoenix New Horizon, que j'avais acheté à l'aveugle parce que je m'étais dit quand même, je vais pas repartir sans un Eurogame d'Essen. Et ça avait été un peu, je vais pas dire douche froide, mais en tout cas vraiment pas ouf, revendu après une partie je crois, avec toi d'ailleurs, la partie qu'on a fait ensemble. Jeu de placement d'ouvriers assez lourdingue avec des combos dans tous les sens. Ah mais t'as joué avec Sam? Mais c'est pour ça que t'as pas aimé. Mais oui, c'est normal. Moi j'ai l'impression que Horloge prend un peu le même chemin, dans le sens où c'est aussi un jeu qui va avoir des tours à rallonge, avec des combos, comme on a beaucoup dans ces Eurogames un peu modernes. Et moi j'en ai peur de ça. Je sais bien que Sylvain t'as regardé une vidéo et t'étais hésitant. Je sais pas encore. Je vais re-regarder une vidéo du gameplay pour approfondir. Moi j'ai pas tant creusé que ça. Je suis pas ultra hypé, mais ça peut aussi être intéressant parce que voilà, à voir. Si je suis pas complètement négatif dessus,
Je suis medium warm. Ok. Bon, il y a des trucs qui ont l'air cool. Après, l'esthétique, le jeu est vraiment beau, mais ça a l'air d'avoir des trucs dans tous les sens. Il y a une petite mécanique que j'avais vue qui avait l'air sympa, c'est l'histoire des roues. Si on n'a pas assez pour faire la force de l'action, on peut casser une roue et on a 5 roues disponibles sur la partie. Tu dois gérer ce moment ouais, où tu fais... ça va l'air assez cool. Et puis j'ai vu dans les règles un peu plus loin, en fait tu peux resetter tes roues. Ah oui, donc c'est ça. En fait, c'est des bonus, qui s'ajoutent à des bonus. Et donc, voilà. A priori, pas assez de tension pour nos goûts. Mais on ira quand même voir. Oui, on ira voir. Et il était un meeple, Audrey, elle pense le prendre, donc moi je ferai un retour dessus, de toute façon, quoi qu'il en soit. Alors, prochain jeu, c'est Recall. C'est la suite de Revive. Il s'était démarqué. Moi, Revive, c'est un jeu auquel je joue toujours à l'occasion. Plutôt à 2 joueurs, il est encore dans ma ludothèque, mais plutôt à 2 joueurs parce que justement c'est un jeu où on peut partir dans des combos assez violents. Et moi je peux apprécier ça, mais si on est à 4 joueurs, ça fait du downtime catastrophique. Et c'est pour ça, j'ai pas l'impression d'avoir encore fait le tour de Revive. J'y rejoue à l'occasion sur Board Game Arena et il y a une extension que j'ai pas essayée et je suis pas là en mode il me faut un Revive 2 quoi. Oui. Donc c'est plutôt ça où je me dis déjà un Recall c'est peut-être un peu tôt, d'autant plus que ça a l'air relativement similaire. Ça reste un jeu où on pose des cartes pour déclencher des effets. De ce que j'ai vu, c'est quand même il se présente pas comme un Revive 2, même si vu de l'extérieur, c'est quand même on a une tribu, on exploite une planète, on va avancer et poser des avant-gardes pour un peu se développer. C'est un peu la même direction artistique aussi. Oui, c'est ça qui fait envie. Non, mais oui. C'est un peu de la même manière que Rats of Wistar et Ant, c'est la même direction artistique et ça peut ingérer... Faut arrêter avec ça, s'il vous plaît. Un certain, tu vois, une certaine mise en parallèle des jeux qui ne l'est pas. En tout cas, les reviews que j'ai pu voir, tu vois sur le plateau il y a quand même des similitudes, mais au final il disait que dans le gameplay il n'y avait pas du tout cette histoire de double carte action que tu glissais en haut ou en bas de ton plateau. Il y avait beaucoup de dinettes entre guillemets de nouveau, donc tu achètes des ressources pour les transformer puis tu vas à un endroit, il y a beaucoup de transformations de ressources, d'équipements ou de choses sur lesquelles tu te positionnes. Il avait l'air un petit peu différent quand même, assez différent d'après ce que j'ai entendu, c'est quand même il va un peu plus loin. Et donc, l'air de rien, ça laisse sous-entendre juste Recall, quoi. Recall, c'est ça, c'est genre je rappelle à nouveau ce jeu, quoi, tu vois. Mais tu vois, c'est ça. Moi, comme j'ai pas du tout fait le tour du premier, même si, ok, c'est pas tout à fait les mêmes jeux, je me ressens pas une hype intense pour Recall. Je suis curieux, mais on va récupérer une boîte normalement lors de notre rendez-vous avec PTS, donc on vous en reparlera d'ici la fin de l'année. Que cette année, la grosse différence, c'est que Boris a littéralement braqué les éditeurs. Ah oui. Il leur a envoyé des messages à tous les éditeurs de la planète en leur disant que si jamais il n'y avait pas une boîte qui était donnée à Rue du Jeu, il venait avec un shotgun pendant le festival. Voilà. Et on casse des meeples s'il faut. Et ça a marché. Donc comme quoi la violence. Il y a que ça. Par magie, il a fait du super travail. Il y aura quand même peut-être des stands cassés. Mais moi, je vais lâcher un pavé dans la mare. Parce que comme toi, avec Revive, t'as pas encore fait le tour et t'as pas forcément envie d'aller voir plus loin, même si, comme Sylvain l'a dit, ça se trouve, il est assez différent. Ouais. Moi, c'est le pavé, c'est maintenant. Feia Swan. Oh, mais quoi? Ah oui, mais je dis, c'est un peu votre SETI de l'année passée, quoi. C'est-à-dire, moi, ça m'emballe pas plus que ça. Je suis allé voir un petit peu. Certes, c'est encore le jeu des deux frères, là, Ostertag, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Osterlag, ouais, voilà. Donc, ceux qui avaient... fait notamment évidemment Projet Gaia, Age of Innovation, mais moi justement apparemment quand j'ai lu un peu le gameplay, il y a des choses qu'on retrouve de ces jeux-là, comme par exemple la tuile qu'on va prendre qui nous donne un avantage, qu'on va remettre. C'est pas que je ne veux pas voir le jeu, etc. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de hype autour et moi j'arrive même pas à jouer ni à Projet Gaia, ni à Age of Innovation. Ouais, et dans le même esprit que Revive et Recall, je me dis que d'abord, j'aimerais bien rejouer à Projet Gaia. Et... On va jouer à SETI et puis... voilà. avec plaisir. Le jeu suivant, c'est Ada's Dream, auquel Sylvain a joué l'année dernière. Un jeu avec du draft 2D, si je me rappelle bien, qui a un thème hyper cool. Moi, je suis très en colère contre les jeux qui ont un thème hyper cool et qui n'en font rien du tout et qu'on oublie au bout d'un tour de jeu. Et là, ça a l'air d'être complètement ça. Ouais, Unconscious Mind ou dans les petits jeux. Moi, j'étais vraiment curieux quand même de jouer ce jeu-là. Un petit rappel du thème pour ceux qui ne savent pas. C'est un thème sur l'informatique. Elle était britannique. Du coup, le jeu reprend un peu son périple, entre guillemets. Et en fait, on a effectivement des dés qui sont un pool de dés qui est au milieu. On va les déplacer, puis les prendre. Et le
twist du jeu, c'est qu'en fait les dés qu'on utilise pour faire des actions, ils vont aussi participer à notre scoring sur notre tableau de joueurs en fin de partie. Le jeu est magnifique. On va placer nos dés sur notre plateau joueur. Et donc ces dés ils vont participer au scoring et en gros soit ils participent fort au scoring mais ils font une action moins bonne durant la partie, soit ils font une action plus forte pendant la partie mais ils feront un scoring plus bas. Et donc tu dois un petit peu gérer tout ça. Mais tu fais ton truc très perso, hein. Tu avais dit c'est très solitaire comme jeu. Le jeu a l'air intéressant. Des tours qu'on a fait, c'était intéressant. Cependant, il y avait très peu d'interactions en fait. La seule interaction, c'était dans le contre-draft des dés. Mais on aura toujours plutôt intérêt à prendre un dé qui nous avantage que contre-drafter un dé qui va aider l'adversaire. Encore faut-il regarder ce qu'il fait. Et c'est un jeu qui fonctionne par mini-jeux. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de zones de jeu qui sont pas trop interconnectées entre elles. Et donc, tu vas avoir une zone où les dés vont te permettre d'avancer sur une piste, sur une map. Tu la vois là, tout à l'heure, tu la voyais en haut à droite, là dans un coin, voilà. Sur une map. Celle en bas à droite, c'est un tableau de technologie. Celle en haut à gauche, c'est un peu autre chose. Et en fait, c'est que des pistes ou des endroits où avec des majorités ou quoi. Et en fait, tu vas jouer autour de ça. J'ai pas ultra apprécié ma première partie. J'ai pas trouvé ça mauvais du tout. Mais j'ai pas été ultra emballé à l'envie d'aller le chercher. C'est marrant cet aspect mini-jeu. On va en reparler plusieurs fois ici pendant la vidéo. Et c'est peut-être un thème qu'on va retrouver un peu dans les différents jeux. Mais justement, il y a des différences entre les jeux qui proposent tous ces mini-jeux, comme tu dis, mais quand il y a de l'interconnexion entre ces différents pans, là, ça peut être raté. Des timings intéressants, c'est ça, mais c'est drôle parce que ça peut être bien. Mais c'est vrai qu'il y a... Je pense qu'il y a au moins 3 jeux, donc on va... Oui, c'est vrai qu'il y a ça revient souvent. Moi, pour revenir sur Adas Dream, c'est quand même un jeu qui m'avait rendu curieux l'année passée. Et il y a eu quand même des retours mitigés. Mais je sais pas pourquoi le thème, le plateau et quand même les histoires dont parle Sylvain, ça me rend quand même curieux. J'ai quand même envie de découvrir ce que... Je veux pas dire que je suis hypé parce que la hype elle est partie l'année passée, tu vois. Mais je reste curieux. Ça veut dire que même si j'ai pas le temps d'y jouer, j'espère que je pourrai y jouer après le salon. Le jeu suivant, moi que j'avais retenu, je sais pas si vous l'avez suivi celui-là les gars, c'est Nature. Donc en fait c'est une rethématisation, refonte de Evolution. Evolution, un jeu que moi j'avais découvert avec mon pote Pierre qui adore ce jeu parce qu'il est très thématique sur le côté chaîne alimentaire, etc. Et qui moi m'avait pas du tout accroché. Je trouvais que c'était un jeu assez lourd. J'arrive pas à m'intéresser non plus à Nature qui a l'air de miser sur des visuels splendides, mais c'est comme plusieurs boîtes, comme d'hab, c'est très beau. J'ai regardé un petit peu cette refonte. Il y a plein de mini-modules à mélanger pour créer, ils nous disent 96 écosystèmes différents. J'ai peur que de nouveau ça soit un petit peu indigeste. Donc voilà, moi j'y vais à reculons, même si en soi les jeux de cartes j'aime bien ça. Celui-là, je vais faire l'économie. Echoes of Time également, dont on a déjà parlé dans la pile. Sylvain l'avait joué à Vichy, on l'avait joué chez Intrafin, etc. C'est pas du tout un jeu qui me laisse froid, au contraire, c'est vraiment un jeu qui me plaît, qui sera peut-être dans mon top de l'année, mais clairement, c'est un jeu qu'on a déjà à la maison. Oui, qu'on va pas aller voir, quoi. On va pas se précipiter. Pour le coup, moi, je l'ai l'ai pas testé encore. Donc, je suis assez curieux. Toi, ça te rend curieux? Ouais, les mécaniques et tout ont l'air super intéressantes. À deux, on vient de le rejouer cet après-midi et c'est cool. Il y a aussi Bagdad, auquel tu avais également joué, Sylvain, et que tu recales également. Le recaleur. Pour le coup, c'est vraiment un carton rouge pour moi. Là, vraiment, et pourtant, c'est Lopiano et Mangoné. Moi, je partais, Mangoné, j'aime bien. Les auteurs de Shackleton, par exemple. Donc moi, je partais avec une grosse hype. Et la partie m'a complètement désarçonné c'était bateau quoi, hein. C'était encore une fois des mini-jeux. Oui, c'est pas du tout les conditions salon. Non mais tu vois, regarde là en bas à droite il y a un bateau, on pousse le bateau pour aller avec des chemins un peu pour aller ramasser des bonus à la Rajas of Ganges. Et le reste c'est un espèce de plateau central qui est assez joli où en fait on va se déplacer, c'est un espèce de rondel game, on va se déplacer d'un des carrés des quarts de cercle vers un autre quart de cercle, et quand on s'arrête sur ce quart de cercle, on ramasse le bonus, on fait l'action en question, on le met sur son plateau, je sais plus où, il y a de la dinette de ressources, donc c'est un mélange de dinette, de course
et de se déplacer pour ramasser des bonus. L'interaction était ultra limitée, ça m'a vraiment laissé un souvenir vraiment pas fou du tout. Un autre jeu qui fait partie de la catégorie de ceux qu'on a reçus avant, mais avec une impression moins positive que sur Echoes of Time, c'est Pulitzer. Les Espagnols de Trangis Games nous l'ont envoyé. Le jeu buzz pas mal, probablement grâce à son matériel assez original. Et son thème. Moi, et c'est ça qui thème qui était classe. Je t'en ai parlé directement, le prix Pulitzer, donc le prix de journalisme. Tout à fait. Et franchement, moi j'étais assez hypé, quoi. Donc j'aurais foncé pour aller le voir. C'est vrai que je suis un peu déçu, hein, un peu plus que déçu, mais pourtant, il y a de très bonnes choses. Il y a des idées à sauver dedans. Moi, je trouve qu'il y a de très bonnes choses. Tout ce qui est pose d'ouvrier, en fait, il y a toute une partie pose d'ouvrier et une qui... on pourrait croire que c'est un jeu où on va déduire, aller chercher des indices, mais en fait, les indices, on va aller les chercher de manière très mécanique. On a un fil, on a un panneau sur lequel il y a des indices qu'on doit aller chercher, et donc on va essayer de les relier par un fil comme ceci, qui fait penser comme un peu... journalistes, évidemment. Voilà, exactement, c'est ça. Qui fait penser un petit peu au plateau, pour ceux qui connaissent, de Watergate, hein, où on a les preuves comme ça sur un tableau à la FBI. Mais ce qui est décevant, c'est la manière dont on va placer ces preuves, parce que tu pioches des cartes au pif, et si tu arrives à faire les bonnes associations, tant mieux, sinon tant pis, tu repars. Alors évidemment, il y a des choses qui vont te permettre de piocher plus de cartes, chance, machin, mais ça reste extrêmement lourd et long. On a joué 2h15 à 3 joueurs, 8 manches pour ce que c'est. Et c'est fastidieux, c'est très fastidieux. C'est fastidieux d'enlever ses épingles, de les mettre sur le fil. Ah mais je l'ai pas bien mis, je dois tirer un peu plus. C'est vraiment fastidieux. Par contre, sur la pose d'ouvrier, moi, il y a vraiment des choses qui m'ont plu. Notamment, on a un genre de tableau avec des matrices. Ouais, c'est ça. Et alors, on va pouvoir mettre des ouvriers avec une valeur, une force. Et cette force, elle est cachée. Ouais. Et donc, on va essayer de déclencher soit des petits bonus, soit des choses qui vont nous faire scorer plus tard. Et en plus de ça, aux endroits où on va les mettre, ça va nous faire récolter des sous, notamment, qui vont nous permettre, qui est un peu la ressource du jeu. Et ces colonnes, elles vont changer à chaque manche. Donc, par exemple, il y en a une qui te fera $100, l'autre $200, l'autre $300. Donc, tu as plutôt envie d'aller là ou là. Mais ça change à chaque fois. Et en plus de ça, le verso de la carte qui te dit où ça va faire de l'argent, il te bloque aussi certains emplacements. Donc, toute cette partie-là, le placement d'ouvrier est bien fait, mais malheureusement, ça suffit pas. Non, ça ne suffit pas, hélas. Et le dernier jeu sélectionné dans ces attentes que nous on regarde un peu de loin, c'est Tianxia, T-Game, un nouveau jeu de Daniele Taschini. Si vous avez vu la vidéo sur le débrief de Vichy, vous connaissez l'avis de Sylvain qui a dit « c'est full dinette, au secours ». On se dit que Daniele Taschini ne sait plus faire des jeux quand même, parce qu'il y a Theocracia, il y a Transgalactica, qui est ici recalé par nos amis de Golden Meeple, hein, Laurent et Cédric. Il profite aussi de l'effet de gamme, hein, quand il dit T-Game, ça aussi... Ouais, il y a plein de gens qui y vont de manière mais attention, automatique. Il faut le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'était pas une gamme, c'est devenu une gamme, on va dire, parce que justement, les jeux étaient bons, quoi, tu vois. C'est pas simplement qu'ils se sont dit, ça commence par T, et tout le monde se dit, ça commence par T. Les jeux suivants profitent du fait que les précédents T-Game étaient bons. Oui, bien sûr. Et c'est pas pour ça que les jeux suivants sont bons. Il y a beaucoup de ratés récemment, quand même. Oui, je dis pas le contraire. Qui font que maintenant, c'est un peu plus... Il va un peu plus à reculons. Ça vaut toujours le coup de s'intéresser, c'est pour ça qu'à Vichy, on s'est intéressé avec Ben. Plus les yeux fermés en tout cas. On ne pas l'acheter les yeux fermés, mais par contre s'intéresser et voir le pitch et faire quelques tours de jeu, c'est ce qu'on a fait. Et après, moi, c'est juste que ça ne m'intéresse plus, ce genre de proposition sur le jeu de société. Ça m'intéresse plus du tout. Donc, jouer à Tzolk'in, jouer à Teotihuacan... Moi, c'est très bien. Allez, maintenant, on va parler de jeux qui nous excitent déjà un petit peu plus. Allez, chapitre 3, on va maintenant commencer à parler des jeux qui nous intéressent davantage. On va vous faire nos mentions honorables et puis un top 3 de nos attentes. Mais d'abord, un petit mot sur le planning, parce que... ils vous l'ont dit, j'ai bossé, là, j'ai contacté pas mal d'éditeurs, et cette année, on a pour la première fois plusieurs rendez-vous, avec des éditeurs internationaux. Donc, à l'heure où on vous parle, on est passé chez Blue Orange, chez Cranio, chez Crimson, qui ont Earth 2053. Très sympa. Que toi, tu attendais. Oui. Et puis on va aller chez Mindclash, voir Dragonnier, même si Sylvain a déjà vu Avicii, mais moi j'ai envie de voir de mes yeux ce qu'ils m'en disent. Vous verrez ça demain.
Vendredi, donc pour vous ça arrivera samedi matin, on aura vu PTS, on sera allé chez Albi qui ont Severton de Vlad Ashfatil et Removal notamment. On va aussi aller chez Horizon Games qui ont Natera. C'est un petit éditeur. Je sais que Natera, on est plusieurs à l'avoir plutôt repéré. Il a pas mal buzzé aussi, Ça a l'air intéressant. Donc voilà, le gars va nous recevoir et on va avoir une copie du jeu normalement. Puis on aura un gros rendez-vous chez Mandou Games qui nous refile 4 ou 5 jeux dont Faust versus Mephisto, Magazine dont je vais reparler ensuite, etc. Donc très chouette, on avait déjà été reçu par Mandou l'année dernière, c'est vraiment un éditeur que moi j'aime bien. Okay, intéressant. Et enfin le samedi, donc vous verrez ça le dimanche matin, on va avoir un rendez-vous avec Allplay. Sachez bien que Sylvain est plutôt content parce que c'est un éditeur qu'il aime beaucoup. On va aller chez Edgy Games pour Way Back Home. Là aussi un petit éditeur, un petit éditeur. On aura l'occasion de faire une partie. On aura un rendez-vous avec Instaplay, ça c'est Tatiana, Girl.game, qui est dans une agence en fait qui bosse pour plusieurs éditeurs, principalement asiatiques. Il y a Mandou, les Coréens de Mandou, il y a un éditeur chinois, etc. Donc elle va nous présenter un petit peu ce qu'ils ont en magasin. On va aller chez Fractal Ruegos voir Feya Swamp, qui sera sûrement... T'es pas obligé de venir. Mais moi je viendrai, je suis curieux. Il sera sûrement sold out, mais on pourra y jouer si on l'a pas encore fait. Et puis, ça sera cool de les écouter, je pense. Et chez Fractal Ruegos, il y a aussi Under the Leaves, je pense que tu as repéré. Ouais, qui est des auteurs assez connus. Ok. Et puis, ils ont aussi Polaris. Oui, tout à fait. Qui est un super jeu auquel on a joué. Ouais, ça, s'ils en ont une boîte, peut-être que je la glisserai dans mon sac. Ok. Sauf si je la prends. Tu veux dire que tu vas la voler et puis, on va passer aussi chez AEG, chez Pegasus, chez Geoshix, les Italiens, chez Trangis Games, sans rancune pour Pulitzer. On va leur prendre un Carnival of Sins. On va passer chez nos amis d'Intrafin qui vont nous filer un Aquaria. On va aller chez les Grecs de Artipia Games. On va aller chez Nerdlab qui vont nous filer Agent Avenue, l'extension, et puis Mindbug Cross King of Tokyo. Donc 4 jours bien remplis où on va à la fois récupérer des jeux pour après continuer à vous en parler dans les semaines à venir, et puis essayer un maximum de jouer le soir même à notre logement. Évidemment. On a une grande table, donc on va pouvoir même faire 2 jeux en parallèle, a dit Sylvain. Donc voilà, on va essayer de vous faire des retours à la fois de ce à quoi on a joué sur le salon, et puis aussi en off. Donc ça, c'était un petit peu pour le programme de ces 4 jours. On enchaîne avec les mentions honorables. C'est quoi les mentions honorables? C'est pas nos tops, c'est pas nos 3 jeux les plus attendus, mais c'est des jeux qu'on ne se voyait pas ne pas citer, qu'on ne se voyait pas oublier. Donc on a chacun une petite shortlist comme ça de jeux qui nous intéressent tout de même. Samuel, tu ouvres le bal? Allez, j'ouvre le bal en trichant un petit peu. Moi, dans ma mention honorable, on en a déjà parlé, mais j'ai le festival en lui-même. On l'a dit, c'est la première fois que j'y vais, donc je me réjouis de découvrir tout ça et de pouvoir faire les retours avec cette belle équipe qu'on a là. Yes. Je vais encore tricher un petit peu, j'ai deux jeux en Kickstarter qui sont annoncés sur la Geeklist, etc. Donc il y a Inis, la box complète avec la dernière extension Inis Nemed. C'est vraiment bien. C'est un jeu auquel j'ai jamais joué en fait, et je sens que c'est un jeu qui va me plaire. Un de mes jeux préférés. Je suis pas fan au départ de la mécanique de draft, mais là elle a l'air très maligne, donc c'est un très bon jeu. Je me réjouis et je vais le recevoir dans ces environs là. Et en plus ils ont vraiment bien géré aussi la campagne Kickstarter, les illustrations sont incroyables. Une autre campagne Kickstarter un peu moins bien gérée pour le coup, c'était Clans of Caledonia avec l'extension industrielle. Voilà, c'est ça. Donc moi qui suis un gros fan de Projet Gaia, je sais que ça a une certaine ADN un petit peu en commun, et tout en étant suffisamment différent apparemment. Donc voilà, j'ai aussi pledgé le casse, et je me réjouis de recevoir ces deux-là. Mais il ne le livre pas à... Tu sais pas si t'as vu, il le livre chez nous, il le livre pas à SN. Mais c'est quand même des trucs qui seront présents, au moins présentés sur le salon. Ouais. Donc ça, c'est deux choses qui me hype très fort. Une dernière, là c'est un peu différent. Au départ, ça faisait partie de mon top. Et puis ça a eu un petit downgrade après réflexion. C'est Sanctuary. La version light d'Ark Nova. En mode un peu plus light. Donc moi au départ j'étais très hypé parce que j'aime beaucoup Ark Nova. J'ai une petite folie Ark Nova récemment où je me suis inscrit, j'ai joué plus sur Board Game Arena pour vraiment poncer le jeu. Et ce qui fait qu'en peu de temps j'ai acquis un niveau pas dégueu.
Mais du coup, ça fait que le jeu est difficile à sortir avec des proches. Donc je me dis, Ark Nova un peu plus light, bah, c'est cool. Et il y a de l'ADN en commun, forcément. On a le système de badge. Bon, ça, c'est pas que Ark Nova qui l'a, mais on a le système de badge, des combos, des choses qui ont l'air de bien marcher ensemble. Le système de sélection d'action que j'aime beaucoup, même si c'est pas Ark Nova qui l'a inventé. Ça a l'air d'être présent et intéressant. Mais quand je regarde ce qui manque, bah, c'est des choses qui sont pour moi qui font l'ADN aussi de Ark Nova. Alors c'est clair que c'est pas le même jeu, mais quand je vois qu'il manque la pause, la mécanique de pause, je vois qu'il manque le break, le break, ouais, c'est ça. Ouais. Je vois qu'il manque la mécanique de course aux objectifs. Tu fais l'objectif quand tu veux, tu sélectionnes ce que tu veux. La thune. Il n'y a pas de ressources dans le jeu. Il n'y a plus de thune qui est super tendu. Ouais, c'est ça. C'est ça qui fait pour moi toute l'interaction du jeu, tout l'intérêt du jeu, qui fait que c'est très, très frontal parfois à 2 joueurs, même si au premier abord on s'en rend pas compte. On retire tout ça, j'ai l'impression que c'est un petit jeu de tuiles un peu sympa, peut-être qui fera un petit peu sa vie, mais ça méritait pas de passer dans mon top 3. Quoi. Si tu as le niveau de jouer à Ark Nova, il n'y a aucun monde où tu vas sur 5 carrés. Aucun monde. Et le jeu d'ailleurs n'est pas designé pour faire un Ark Nova Lite pour les gens qui voudraient une version plus accessible d'Ark Nova. C'est vraiment un jeu différent, désigné aux gens qui sont plutôt début d'initiés, très très accessible, difficulté sur BGG je pense 2.5, ou tu vois pas plus que ça, et c'est vraiment pour leur donner envie peut-être d'aller acheter Ark Nova dans quelques années s'ils montent en niveau de difficulté, mais c'est vraiment pas du tout désigné au même public. Sachant que Ark Nova n'est pas si compliqué, il est souvent décrit comme peut-être l'expert le plus accessible, voire pas expert. Non, tu penses pas toi ? Moi, ça reste expert. J'ai fait l'expérience quand même de commencer le jeu de société quasiment en commençant avec Ark Nova sans avoir fait trop de jeux experts avant et sans avoir quelqu'un qui m'explique les règles. Il y a beaucoup de règles. Oui, c'est vrai que c'est jamais pour les règles. Ouais. S'il y a personne qui t'explique les règles, si quelqu'un t'explique les règles, ça va. Si tu prends le bouquin de règles et que tu lis les pavés et que tu commences à jouer, je peux te dire que j'ai souffert. Et Mounir, à toi, tu nous as préparé un tunnel. Oui. D'abord les extensions. J'ai trouvé cette année qu'il y avait énormément d'extensions. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc j'ai noté un peu forcément les 3 de la trilogie du Sud là qui sont chez Pixies en français. Ça c'est sûr, je vais les prendre. Il y a le booster de Zenith. Il y a l'extension d'Agent Avenue. Il y a l'extension de Fédération. Piracy, il y a l'extension d'Altai, il y a l'extension de Underwater, il y a l'extension de Clans of Caledonia dont tu as parlé. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'extensions et moi je vais aller sur quelques-unes. Dont une que tu attends particulièrement. Mais oui, les agences spatiales de mon top 1, là, de l'année passée en tout cas, ou un des top 1. Parce que oui, moi je triche tout le temps. Dans Agence Spatiale, ce qui est bien, en gros pour résumer, c'est vraiment prélude. Pour ceux qui connaissent Terraforming Mars, donc ça va nous donner, on va faire une manche de moins, mais on va commencer directement avec des actions plus fortes. Bonne idée. Bah oui, simplement. Non, mais c'est déjà ma variante. Mais oui, non, mais c'est vrai que c'était ce qui était un petit peu embêtant à Ceti, c'était de commencer largement. Mais oui, c'est sûr, avec Agence Spatiale, tu vas te décoller directement. Et non, voilà, bon, ça me donne très envie. Il y a Galileo's Truth. Apparemment, c'est deck building avec placement d'ouvriers. C'est évidemment au moment de l'acquisition et des découvertes de Galilée, la légende qui dit donc qu'il se serait rétracté. Il y a des détracteurs justement de cette légende, c'est pour ça que je dis légende. Ce que j'ai aimé thématiquement, c'est que plus on va avancer dans nos recherches et plus on va aller vers une théorie de l'héliocentrisme, et plus on va avancer sur notre piste de score et plus on va être suspecté par l'acquisition. Et ça, je trouvais que c'était pas mal. Et donc, plus on avance sur la piste de score et plus on risque de perdre son ouvrier qui va aller en tôle et avoir des problèmes. Et juste ces petites choses thématiques, sachant qu'il y avait aussi... c'est quand même Virginio Gigli et Flaminia Brasini, donc c'est 2 auteurs assez connus, auteurs et autrices assez connus de l'école italienne, à qui on doit, si je dis pas de bêtises, Coimbra notamment. Ouais, donc c'est pas des nains de jardin. Oui. Donc moi ça m'intéresse aussi. Il ne sort pas pour Essonne, il est en démo. 2026 Galiléo. Oui, il y en a plusieurs qui sont annoncés pour 2026 dans ceux que je vais citer, mais que je pourrais quand même aller voir là-bas. Et il y a par exemple World Order qui lui aussi il est annoncé pour 2026. Et je pense qu'il sort aussi chez Super Meeple. Janvier 2026. Ouais, donc voilà. Février-mars, il y a des problèmes de livraison. World Order, on en a parlé l'année passée. Notamment, on avait joué avec Sylvain. Ça nous avait beaucoup plu. Donc c'est pas vraiment la suite, mais on va dire que c'est dans le même esprit que Hégémonie. On va, au lieu d'incarner des classes, on va incarner des nations. Et il y a un deck building qui était assez intéressant. Nassi,
cartes et on va chaque fois jouer 4 cartes si je dis pas de bêtises et les 2 cartes on va laisser à propos les 2 cartes restantes parce qu'on va les récupérer après et ce petit système dans le deck building que j'avais pas encore vu, ça m'avait plu. Le côté géopolitique, stratégique, ça m'avait beaucoup plu, donc c'est un jeu qui me plaît beaucoup. À surveiller, ça. Les fourmis, ou plutôt fourmis. Alors évidemment, on y a déjà joué. Tu as fait une vidéo consacrée au jeu. On l'a joué avant Essen avec Sylvain et ça t'avait plutôt plu. Ouais. Hein, on est d'accord. Ouais. Et donc ça c'est aussi un jeu qui arrive en novembre. Chez Atrafa mais qui ne sera pas là sur le salon. Ouais. Bah, il sera en démo, vous pouvez le tester. Il sera sur le salon. En VO chez Cranio. Oui, chez Cranio, c'est vrai. Oui, il sera là en VO. Mais si vous voulez l'attendre en version française, attendez un mois de plus. Voilà. Et je vous conseille peut-être de le faire. Il y a un peu de texte sur les cartes. Prenez-le chez Golden Meeple, évidemment. Bien sûr. Oh là là, c'est magnifique. Alors là, il y a un jeu que j'avais vu avant Essen et je me demande s'il sort pas dans ces moments-ci, c'est Limite de Alexandre Ployer et qui sort chez dans le débrief de Vichy. Voilà, qui sort chez Ludonote. Il a fait un tour de jeu. Un tour et demi de jeu. Faut jouer plus longtemps pour. Marie, Crazy Ludy Marie, elle nous disait que c'était peut-être un peu punitif. Voilà. D'accord. Mais elle avait envie d'y rejouer. Okay. Donc moi ça me tente beaucoup. Donc c'est sur le thème, c'est sur le rapport Meadows, donc limit to growth, les limites de la croissance, quelque chose comme ça, ouais. Et en gros qui disait qu'il allait falloir qu'on revoie l'industrie pour qu'on essaye d'être entre guillemets plus écolo, plus social, etc. Et là on va incarner des nations, pas des nations qui sont nommées, des nations qui n'ont pas de nom, et on va essayer de mettre des curseurs politiques, sociaux qu'on va faire un peu bouger avec des cartes et on va voir ce que ça donne et à la fin on aura un scoring qu'ils ont essayé de rendre pas trop moralisateur. C'est-à-dire c'est pas genre tout le monde est content, non, c'est pas des breaks, mais en même temps ils ont essayé de se dire tiens voilà à la fin du jeu si les générations futures elles auront de quoi faire, et ben t'es plutôt haut dans les scores. C'est un jeu qui me parle beaucoup sur son thème et peut-être même dans les mécaniques j'ai envie de voir ce que ça donne parce qu'apparemment tu peux vraiment pousser les curseurs. Sylvain disait que c'était une expérience intéressante a priori mais pas trop un jeu compétitif. Peut-être pas trop un bon jeu. Bah, en fait il faut pas y voir un jeu expert très travaillé dans la mécanique et tu joues pour écraser les autres ou pour nécessairement je ne joue jamais pour écraser les autres. Non mais pour faire plus de points que les autres. Oui. C'est une expérience. Voilà, faut le prendre un peu comme Hégémonie, tu viens à la fin de la partie, tu te dis pas tiens j'ai gagné, lui il a perdu, lui il a fait tant de points, tu te rappelles des moments que tu as vécu, le jeu te fait vivre une expérience, change, il y a des dynamiques en fonction des décisions qui sont prises. Je pense que c'est plutôt ce genre de choses que le jeu veut proposer. Moi je suis très curieux de voir comment du coup le thème dont tu parles va se transposer dans les mécaniques de jeu parce que ça a l'air assez abstrait vu de loin comme ça. Je m'étais pas renseigné sur ce jeu-là et je suis quand même un peu curieux pour le coup. Il y a Deckers dont je voulais vous parler, c'est comme son nom l'indique, c'est un deck building mais coopératif. Alors, coopératif mais pas comme Moon Colony qui faisait une seule pioche. Là, on va quand même chacun avoir sa pioche et on va essayer de hacker des serveurs. Je vais pas rentrer trop dans le détail. Un thème cybernétique. Voilà, c'est ça, exactement. Et ce qui est pas mal, c'est que simplement pour acheter des nouvelles cartes à faire rentrer dans son deck, on va simplement dépenser une carte. Donc en fait, on va rester avec un deck de 15 cartes. Et ça, je me suis dit que, encore une fois, ça pouvait être intéressant. Il y a les 3 Lacerda, donc il y a Speakeasy, il y a The Great Library et il y a Casa de Fado. House of Fado. Il est sorti. Hein. Sylvain trouve ça pas ouf, je crois. Ouais, mais par contre, c'est un jeu en Kotora, si je dis pas de bêtises, et qui se joue assez rapidement. Oui, 1 heure et demie de jeu interactif, tu vas te pousser. Et je vais citer en rafale, là, en drive-by. Alors Ringyo qui est un poste d'ouvrier en simultané dans le Japon féodal, voilà, ça me parle. Bohemian qui arrive chez Yellow. C'est un petit jeu de cartes, on va jouer des artistes qui vont aller dans des soirées mondaines, essayer de voir des choses, de rencontrer des gens, de faire monter l'aspiration pour pouvoir la dépenser, pour faire des œuvres. Oui, c'est joli. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas trop si c'est bien. Il y a Earth, alors 2053, oui. Tipping Point. Et donc ça c'est le jeu que j'ai dit. Et ça c'est magnifique parce que c'est le meilleur. Et c'est un jeu de civilisation mais coop. Voilà, j'ai juste envie de voir ce que ça peut donner. Il y a Kartini qui est From Darkness to Light, qui est un jeu sur l'émancipation des femmes en Indonésie. Surtout des jeunes filles. Apparemment le jeu tourne pas.
Non, c'est vrai. Ben et Romain sont catégoriques, ils ont Ah une mince. boîte. et C'est un ils jeu ont que j'avais dit envie d'aimer, mais voilà. ouais, le thème Ouais, le thème claque, est mais cool, le ouais. jeu ne tourne pas apparemment. c'est Du cool. tout. Ok. J'irais quand même jeter un coup d'œil. Je suis désolé, Ouais. je douche. Non, pas du tout, parce que c'est des jeux Je suis que... leader, hein. moi, C'est je certains suis- jeux que j'ai pas creusé plus, mais c'est des jeux que j'avais... Il y a aussi Jisogi qui est un jeu sur la Japanimation. Ouais. Et je sais qu'il y a des fans de Japanimation qui nous regardent. Voilà, c'est peut-être le moment d'aller voir. C'est un jeu qui... Ça a c'est l'air vraiment sur la intéressant. conception. C'est Sur la assez conception des initié. animés. C'est assez initié. Ouais, c'est pas un gros jeu. Ça a l'air. Ça veut Donc être- j'ai envie je de pense, voir, ça a c'est l'air plus de la curiosité qu'autre Ouais. chose. Mais tu l'as précommandé toi Sylvain Jisogi, non? Ouais, Ah ouais? Ouais, je l'ai précommandé, j'ai fait une précommande qui peut se rétracter. tu sais, Ah tu payes pas. ok. En mode Cool. je sécurise une boîte, Non, puis c'est je bien. vois si j'y vais ou pas. Moi Mais, je dirais que tu dois y aller, mais c'est toi qui vois. Mais voilà, le thème a l'air cool, c'est assez initié, il faut que je creuse un peu à quelques jours de l'événement. Il y a quelques jeux comme ça. Ouais. Je précommande pour pas que le jeu me passe sous le nez. C'est ça. Et puis après, je vois au dernier moment si je vais aller récupérer la boîte ou si je m'éclipse. La strat. Alors moi je vous fais 2 mentions honorables très rapides. Il y a ce petit jeu qu'on va aller voir chez Albi demain, c'est Removal. C'est un jeu où on joue des déménageurs. Trop bien. Fin du pitch. Ouais. Franchement, c'est le genre familial Tu initié. m'as pas convaincu. Mais moi ça me fait marrer. Oui, oui. Le, mais pourquoi pas. le thème Ouais. est cool. Et je pense que ça peut être très sympa. Après, il faut voir la mécanique, il faut voir si c'est pas trop répétitif, etc. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Moving Out, qui est un peu comme un Overcooked, mais du déménagement, c'est un peu chaotique, on se bourre dedans, on joue des coudes, et moi je pense que ça peut être un thème rigolo. Moi j'ai envie de jouer un petit peu frais. Hein. Ouais, Et ouais. donc, mais j'ai- il paraît que ça j'ai déménage pas mal. Ah, ah. Et donc, pareil, chez Mandou Games, j'ai retenu Magazine, qui là aussi un jeu vraiment léger. Mais moi, je suis un des plus light joueurs de Ça va, la on- bande. Et donc, Pas sur le physique. Magazine chez Mandou, on va en avoir une copie, donc je suis bien content. C'est un jeu sur le thème de la presse. Alors, après l'échec de Pulitzer, je suis quand même journaliste de formation, tu me dis et j'ai fait 2 bouquins, s'il vous plaît, sur la presse magazine, de jeux vidéo en l'occurrence. Tu me dis un jeu où on va vendre des magazines, faire des magazines un peu spécialisés, et essayer de se distinguer. Moi, je vois ça en fait comme un Age of Comics, mais en plus light. Plus light, facile. c'était pas si... Oui, mais c'est long quand même, Age of Comics. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est C'est 1h30, 2 C'est heures. vrai, c'est vrai. Et là, on annonce 45 minutes. Et je trouve la DA vraiment sympa. Ça va être un système de badges, d'icônes, de collections sur les cartes. Ça va pas révolutionner. Mais si c'est bien fait, que c'est court, que c'est pas trop lourd à sortir et qu'on ressent le thème, moi, c'est tout ce que je demande. Mhm. Donc voilà, c'est le principe Est-ce des que mentions ce- honorables. Ce sera ton Yellow House, tu crois? Ah, Peut-être. on va voir. Hein. C'est vrai Par que contre, il n'y a pas de Mandou, fil je suis rouge, assez donc client c'est de pas ce non plus dans le thème à 100%. C'est pas des vrais journalistes. C'est ça. Ok, et Sylvain, qu'est-ce que t'as de bon, toi, à nous recommander? Donc c'est pas ceux que tu recales, hein, c'est ceux que tu... Ah, ouais. Non, mais il y en a- Parfois, il attend des jeux. Oui. Ah ouais, j'attends des jeux. Ben voilà. J'attends Amanite, que j'ai joué à Vichy et qui est mon coup de cœur de Vichy, de Spiral Edition. Un jeu de bluff, déduction, plutôt familial, mais qui crée énormément d'énergie, d'ambiance sur la table. J'ai fait 2 super parties. Les 2 parties que j'ai faites étaient vraiment bien. Il y a beaucoup de bons retours. Hein, Et sur ce jeu. C'est must buy. C'est Ouais, vraiment un donc jeu que moi, j'aime. précommandé et j'irai le récupérer. En plus, c'est magnifique et ouais, moi c'est j'aime beau, hein. j'aime tellement les illustrations. J'ai acheté des peintures à Ah oui. Roxane Campois qui a fait des gouaches à la main. Le jeu a été uniquement fait à la gouache à la main. C'est illustré vrai comme- Où ça Et sur son shop, je te filerai le lien. Ah et ouais. allez tous faire ça, soutenir les artistes si vous le pouvez. Ah, bah, Et carrément. franchement, ça déchire quoi. Ah, Il y a trop vraiment beau. une patte esthétique géniale. Ok. Donc ouais, Amanite, ça va être top. National Economy. National Economy, qui est un jeu japonais qui va nous Je venir crois que j'ai via pas vu. Korukurudu. C'est un jeu économique qui m'a l'air assez intéressant, que Laurent a vu passer, moi aussi. C'est austère, hein, la vache. Ouais, ça a l'air brut. hein, ça. Oui, par contre, c'est un jeu d'économie. c'est pas un- 30-45 minutes. Oui, c'est rapide. Oui, ça, c'est assez rapide. Ça Et peut être bien, cool un jeu Ouais. économique Ah rapide. oui, on a j'aime envie. bien les jeux que font Korukurudu. Ok. À chaque fois, ils prennent des Ah, jeux les cartes, c'est existants joli. ou pas. Et ils font des jeux assez intéressants, donc je l'ai précommandé et j'irai me plonger dessus. Ok, cool. Mais moi, C'est un je jeu veux qui bien est- l'essayer. C'est un jeu qui a été sur l'espèce de l'équivalent de Kickstarter japonais, en gros, et qui a reçu très bonne presse, et fort de ça,
Ils en ont fait une version anglaise qui va arriver pour la première fois à Essen. Ok, Donc je l'ai précommandé à ce moment-là. Ok, trop bien. Voilà pour les mentions honorables. C'est l'heure d'attaquer le top 3. Ultime chapitre de cette première vidéo d'Essen 2025. On entame le top 3. On va le faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire chacun à notre tour, en commençant par le top 3, puis le top 2, puis le top 1, incroyable. Le Graal sur lequel on attend de mettre les mains. Samuel, c'est toi qui commence ton top 3. Alors, top 3, moi j'ai mis Behind Purple. Top 3 parce que c'est une suite, je ne le voyais pas top 1, mais clairement c'est un jeu que je vais acheter directement. J'ai adoré le premier volet de Behind. J'adore les jeux de déduction, j'adore l'aspect spatial, l'aspect puzzle, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait des twists qui étaient super intéressants. Celui-là, j'ai fini le premier en 2 soirées en solo. Celui-là, je vais le prendre évidemment directement. Donc j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ça, surtout que rien qu'à quelques infos qui ont été données, je vois qu'il y a déjà des twists intéressants, notamment le nombre de pièces du 3e puzzle, mais voilà, je n'en sais pas plus. Pas de spoil. Et je pense que Behind est une gamme qui est appelée à s'étendre, et je suis super content pour Kif Edition, parce qu'ils sont vraiment sur une bonne pente là, entre l'As d'or initié de Behind, qui là fait des petits, et puis Miams, qui est vraiment très chouette et qui fonctionne plutôt bien, qui a l'air de bien partir. C'est vraiment des gens sympas et c'est cool qu'ils soient sur une belle pente comme ça. Ok, top 3 Mounir par exemple. Ah, comme par hasard. Ah oui. Ben, alors c'est un top 3 qui... on vient de me déhyper, je vous le dis directement, mais quand même je suis toujours curieux comme vous le savez, et c'est Aquaria de Thomas Solek, donc l'auteur de SETI évidemment. Sylvain se prend la tête, mais en fait, ce qui m'a plu au départ, c'est rien du tout. J'avoue, on était chez Atrafin, j'ai vu des impressions, là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette cover ça donne pas trop envie, un jeu sur les aquariums, le thème me réjouit toujours pas. Mais il y a des petites choses qui m'ont plu. Ça apparaît assez classique, c'est quand même un jeu avec des cartes, il y a une centaine de cartes, je crois, mais c'est assez classique. On va faire un tableau. On va construire un tableau sur notre aquarium. Ce qui m'a plus interpellé que le tableau, c'est une genre de roue. C'est pas vraiment une roue, mais il y a une roue avec plusieurs emplacements d'actions qui sont en cercle avec une action au centre. Et ces actions, en fait, qu'est-ce qu'elles contiennent ? Donc, elles contiennent les différentes actions qu'on va faire. Et chaque fois qu'on va aller dessus, on va pouvoir déclencher un bonus. Et c'est un bonus qui va diminuer au fur et à mesure. C'est-à-dire que le premier qui va aller, un peu comme les courses dans SETI, le premier qui va aller, il va gagner plus que les autres. Seulement s'il vient d'une roue d'action adjacente. Seulement, et c'est ça qui est intéressant, c'est seulement s'il vient d'une roue d'action adjacente, c'est-à-dire qu'on va essayer peut-être de faire un peu de programme, où on va essayer de se dire, tiens, j'aimerais bien faire ceci, puis peut-être faire cela, mais je vois que mon adversaire va peut-être y aller avant moi, etc. Il y a toujours la possibilité de passer par l'action du milieu qui est un peu moins forte, qui ne donne pas de bonus si je ne dis pas de bêtises, mais qui nous permettra donc au prochain coup forcément, comme elle est adjacente à toutes les autres actions, d'avoir un autre bonus. À part ça, en vrai, il n'y a pas tant de choses que de plus qui m'ont plu, quoi. Mais c'est plus cette interaction-là. Je trouve que l'interaction, moi de ce que j'en ai regardé, a l'air assez superficielle en fait, parce que c'est juste une petite course pour les bonus. Mais au-delà de ça, ça a l'air quand même très léger, très très solo. Je comprends. Et relativement permissif. C'est un peu ce qu'on disait ce que certaines personnes disaient sur SETI, qu'il n'y avait pas vraiment d'interaction parce que c'était toujours des petites courses et qu'au final on s'en foutait. Mais c'est justement tout le sel de SETI. Je veux pas forcément comparer les deux jeux, mais là, il vaut mieux pas. Hein. Non, mais je veux dire que les courses au bonus plus fort, en fait, dans un jeu, ça fait une vraie interaction. Parfois, il y a des interactions plus directes, mais en fait, plus artificielles, qui sont plus artificielles, c'est peut-être du tech data et tout ça, mais en fait, je m'en fous complètement. Sur les actions, sur chaque roue d'action, on a aussi la possibilité, si on amasse assez de perles, de chaque fois bonusser son action, de la rendre plus forte, si je dis pas de bêtises. Je suis vraiment impressionné, je dois le dire quand même, impressionné par ta maîtrise du jeu sans l'avoir joué. Alors, on dirait que tu as lu le livret de règles en entier, tu l'as animé en soirée. C'est très sympa que tu dises ça, parce que justement, je voudrais rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que j'ai surtout regardé les vidéos de ludopathes pogonophiles, donc allez les voir. Ils ont pris un peu le rôle de Alice, qu'on salue, qui
Ali Jaco, qui défrichait justement tous les livrets de règles et qui se tapait tout ça et elle nous rendait un fier service. Et justement, eux, ils lui ont aussi rendu hommage et ils continuent. Ils ont très bien fait ça. Allez voir, il y a encore d'autres vidéos que je dois aller voir d'ailleurs. C'est super. Voilà pour mon top 3. Écoute, même si c'est vrai que voilà, Sylvain, il m'a refroidi, mais je suis toujours très curieux. Il vaut mieux arriver sans aucune attente maintenant. Je suis d'accord. Et être agréablement surpris qu'arriver en disant prochain jeu de Thomas Olek après SETI et de se prendre la douche froide. Certes, quand j'avais vu les imprimés chez Atrafin, ça m'avait vite refroidi. Écoute, nos amis d'Atrafin, justement, ils vont gentiment nous donner une copie presse. Donc, moi, je veux bien être cobaye avec toi et essayer. Mais il faut pas faire la tête. Complémentaire. Ok, ça celui de Sylvain. Non, parce qu'il va râler. Allez, à mon tour, le top 3. Moi, c'est un jeu pour lequel Sylvain m'a raillé. C'est Propolis. Alors que Propolis... je suis très étonné de Sylvain. C'est pas du tout son genre. Pas du tout son genre. Propolis, c'est un jeu de Stankiewicz, Johnson et Melvin. C'est qui ces gens-là? C'est le trio qui a fait l'incroyable Point Salad. Et chaque année, en fait, ils sortent un jeu. Et chaque fois, j'espère que ça va être aussi bien que Point Salad. Et à chaque fois, je suis déçu. Notamment, leur jeu de pingouin, c'était pas bien du tout. Point City, ça allait encore. Point City, c'est moins bien. Je le joue de temps en temps. C'est moins bien que l'original. Plus lourd, mais voilà, ce coup-ci, j'y crois. Propolis, c'est un petit jeu initié, je dirais, de construction de tableaux, avec un thème abeille. Ça, je m'en fous un peu. Mais je l'attends parce qu'il a plusieurs aspects intéressants. Déjà, de manière classique, on va poser des meeples pour gagner des ressources qu'on va ensuite dépenser pour acheter des cartes, qui nous donnent des réductions sur les prochaines cartes. Donc c'est comme dans Splendor, c'est comme dans Point City, et ça nous donne du scoring de points de victoire, donc jusqu'ici, bof. Mais on va avoir un stock assez limité de meeples, ce qui va nous forcer à les reprendre de temps à autre, et donc du coup à laisser le champ libre aux autres sur les emplacements, ou à l'inverse, on va pouvoir renforcer nos meeples. Donc on va pouvoir les coucher un meeple qui était déjà debout sur une carte, pour reprendre une ressource qu'on avait déjà prise, et temporiser, passer un peu de temps comme ça. Et pourquoi est-ce que cette notion de tempo, elle va être intéressante? Parce qu'à chaque fin de tour, en fait, on va checker dans chaque ligne s'il y a des majorités dans les lignes de cartes du marché, avec les meeples debout qui comptent pour 1, et les couchés qui comptent pour 2. Et du coup, celui qui gagne la majorité, il a le droit, en action gratuite, de récupérer ses meeples. Donc ce système-là, il risque de créer de l'interaction, il risque de créer des intérêts partagés, et moi ça m'intéresse parce que ça sort en fait Propolis de la catégorie du jeu de tableau dans lequel on jouerait chacun. Écoute, je veux bien être ton cobaye. Bah ouais. Bah moi Splendor avec de l'interaction, c'est quelque chose qui me... voilà, alors je peux pas le survendre, mais... Sur celui-là, je suis aussi chaud de tester. Voilà, cool. Et alors il y a un peu d'analyse de setup, parce qu'il y a des cartes puissantes à acquérir uniquement avec les réductions, donc c'est vraiment comme les nobles dans Splendor, et du coup ça va un peu driver notre stratégie, et c'est aussi une course. Le premier à 10 cartes dans son tableau, il met fin à la partie. Donc franchement, voilà, je veux pas le survendre, mais dans son genre, ça a l'air sympa. J'espère pas être déçu. C'est le genre de jeu où on a besoin d'y jouer quand même. Oui, bien sûr, ça peut être un peu parce qu'à la lecture des règles... Mais ça peut être flop complètement. À l'heure où vous nous écoutez, on a normalement récupéré une copie presse chez AEG, qu'on embrasse, parce que c'est un éditeur que j'adore et je suis trop content qu'il nous fasse confiance. Donc dès qu'on l'a essayé, probablement ce soir, on vous dit ce qu'on en pense. J'ai quand même envie d'aller voir Point Galaxy, parce que bon, on m'avait pas laissé terminer mon tunnel. Mais voilà, que la vie est belle. Sylvain, ton top 3? Mon top 3, c'est Ants, qu'on a joué, donc Fourmi, sur lequel je n'avais pas d'attente, je n'avais pas trop regardé, je m'étais dit, bon, on va le jouer chez Boris, on verra ce qui se passe. Et j'ai énormément apprécié la partie qu'on a faite, des auteurs qui sortent de nulle part, qui ont fait aucun jeu avant, développé par Cranio, sûrement Luciani derrière, parce que ça file quand même vraiment bien. Et ça a la promesse de ce que n'était pas Rats of Wistar pour moi, c'est-à-dire un euro avec des cartes qui ont du sens, des mécaniques vraiment imbriquées et thématiques. Et une vraie interaction dans l'exploration sur le plateau, là où il n'y en a pas du tout dans Wistar. Complètement, exactement. Donc vraiment interactif, un temps de jeu qui m'a paru bien parce que j'aime bien ces jeux où ça se termine, plus tu fais d'objectifs, plus ça termine, ça précipite la fin de partie. Donc on sait qu'on ne part pas sur des parties de 3 heures. Vraiment, la rejouabilité a l'air très bonne. On a pris 3 axes différents, on se retrouve tous dans un mouchoir de poche en ayant joué vraiment différemment.
il y a plein de manières de jouer que je me dis j'aimerais tester différemment, tu vois, de se dire peut-être certains tours où on garde des fourmis pour pouvoir faire des tours plus forts après derrière. Il y a plein de choses que j'ai envie d'explorer. Donc vraiment, parmi les meilleurs euros que j'ai pu tester cette année, et je vais vite me précipiter pour en précommander une boîte pour Essen, parce que j'ai vraiment trouvé très très bien. Sur la partie qu'on avait faite d'ailleurs, on avait tous joué un peu des choses différentes quand même. Hein. Toi, tu avais surtout axé ton scoring sur des combos de cartes, sur des combos de cartes à la microbe de Terraforming Mars. Moi, j'ai plus fait les objectifs, les étoiles, et toi, tu as beaucoup fighté des ennemis. Et moi, j'ai beaucoup fighté des ennemis, donc il y a vraiment moyen de faire des choses différentes. Et moi, j'en profite puisque toi, tu as apprécié. C'est vrai que après ma première partie que j'avais trouvé agréable, mais j'avais du mal à dire pourquoi, j'avais pas spécialement envie de revenir. Et là, comme on a eu l'occasion d'y rejouer avec toi, c'est vrai que je reviens un peu sur ma position, c'est vraiment un bon jeu. Moi, j'en ai fait 4 et je continue à y jouer avec plaisir. On verra si sur le long terme, il se retrouve dans le top de l'année. Mais en tout cas, si vous aimez les euros à base de cartes, c'est un jeu qu'il faut surveiller. Et il y a une vidéo complète si vous voulez vraiment avoir le détail de toutes les mécaniques. Sam, ton top 2? Alors en top 2, moi j'ai mis Ayar, Children of the Sun. Je l'avais dit, on reparlerait de Sankoré. Ici, c'est l'idée d'être dans la suite de Sankoré, donc c'est une trilogie pour le moment. Il y a Merv qui est sorti en premier, auquel je n'ai pas joué. Qui est dispensable. Pas vraiment dispensable, ouais. Qui est sympa, mais voilà. Oui, c'est pas... Moi j'ai beaucoup aimé Sankoré, du coup, il a été rejoint par un co-auteur. Jeu excellent avec un timing qui est super intéressant, le scoring qui est super intéressant aussi, plutôt expert quand même, assez poussé. Et ici Ayar, donc, qui est le troisième, qui a l'air de reprendre un peu de l'ADN. L'ADN, dans le sens où c'est vraiment les joueurs qui vont construire le tempo, etc. Mais après, c'est très différent. Ça a l'air très différent. Déjà, c'est un nombre de manches limité, fixe, donc il n'y a pas cette gestion de la fin de partie. C'est ça, c'est des manches qui vont être de plus en plus courtes aussi. Donc en fait, pour pitcher un petit peu le jeu, c'est dans une civilisation pré-Inca où on va construire notre civilisation. Et donc en fait, on va avoir 5 Ayars qui sont des enfants du soleil, du coup, j'imagine, vu le titre. Qui vont avancer sur des pistes, et c'est nous qui allons les faire avancer sur des pistes, et quand ils vont avancer sur des pistes, ça va permettre de révéler certaines actions qu'on va pouvoir faire. Donc on parlait un petit peu des mini-jeux répartis, là on va avoir 4 mini-jeux, on va avoir une partie collection, on va avoir une partie exploration, des parties un peu différentes qui sont pas forcément hyper corrélées, mais c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure où les Ayars vont avancer, ils vont déclencher des scorings sur les parties en question qui nous intéressent. Et c'est les joueurs qui font avancer, c'est les joueurs qui vont déclencher le scoring. Et tous les Ayars ne vont pas avancer, parce qu'à la fin de chacune des manches, en fait, un Ayar, celui qui aura le moins avancé, va mourir, il va devenir pétrifié ou quelque chose comme ça, et va disparaître. Et donc en fait, peut-être qu'un scoring qu'on avait prévu de faire par la suite va complètement disparaître, parce que l'Ayar va disparaître. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire à notre tour? On va prendre un équivalent des Ayars, donc on va prendre une couleur, qu'on va placer sur un carré on le voit ici sur l'image, sur notre plateau de 4x4. Et rien que ce placement-là, ça va définir 3 ou 4 choses. Donc ça va définir la force de l'action qu'on va pouvoir faire, l'Ayar qui va avancer, de combien il va avancer. Il y a des scorings aussi bonus qui vont être dans tous les sens. Donc c'est une sélection assez simple. Donc on place l'Ayar, on prend nos Tambo, ça s'appelle, qui sont dans le carré 4x4, et on va le placer sur l'action qu'on veut effectuer. Donc on a libéré dans l'avancée de l'Ayar. On doit un peu déblayer son plateau. C'est ça permet de faire des actions de plus en plus fortes. Quoi. Donc, moi ça me chauffe de fou. Rien que cette petite sélection-là, mais qui va avoir beaucoup d'impact, je trouve ça super intéressant. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que je pense que ça va créer beaucoup d'analysis-paralysis, parce que ton choix va avoir beaucoup d'influence. Mais voilà, un timing intéressant, des actions intéressantes, le scoring qui est fait par les joueurs, c'est beaucoup de choses qui me parlent, et j'espère que la mise en place sera un peu moins fastidieuse que ça pourrait. Salut, ici Boris du futur en voix off sur des images de John Laruffa pour vous informer d'une chose très importante. Depuis le tournage de cette vidéo, on a eu la chance de jouer à Ayar Children of the Sun avec Mounir, grâce à Ben des recettes ludiques et Romain Bray, qu'on remercie tous les deux. C'est une partie 4 joueurs, on avait aussi Cédric de Golden Meeple à notre table. La partie a duré un petit peu moins de 2 heures et je ne vais pas y aller par 4 chemins. Mounir et moi avons
adoré notre partie, vraiment. Contrairement à ce que craignait Samuel dans cette vidéo, la mise en place est en fait assez rapide, bien plus que dans Sankoré en tout cas. Le tour de jeu est aussi plus fluide. En tout cas, me concernant, j'ai vraiment eu aucun mal à prendre mes décisions. C'était très dynamique, c'était facile de voir où on voulait aller, ce qui ne veut pas dire que les décisions n'étaient pas intéressantes pour autant. Il y a eu quelques moments de négociation pour discuter avec les autres de quel AR ils allaient avancer et essayer de se mettre ensemble pour favoriser certains scorings. On retrouve vraiment ce côté organique de Sankoré, mais j'ai l'impression qu'il est tout de même moins punitif parce que on n'est pas au point où un des 4 axes ne scorerait absolument pas. Reste que le jeu est organique, il est assez fascinant dans ses imbrications, il a des choix assez importants sur la manière dont vous allez déblayer votre plateau, à quel timing, pour débloquer tel ou tel temple qui vous donnera telle façon de marquer des points à tel moment, et surtout, ce qu'on a oublié d'évoquer dans notre top, c'est qu'il y a 2 pistes de score différentes. Et comme dans Tigre et Euphrate de Knizia par exemple, votre score final il sera égal à votre piste la plus basse. Donc il va falloir équilibrer vos points de soleil que vous gagnez à chaque fin de manche, une fois qu'ils ont été engrangés sur votre petit cadran, principalement grâce aux aïars, et puis vos points de lune qui eux seront surtout déterminés par les aïars qui quitteront le plateau de jeu. Le jeu est passionnant, ça nous a énormément plu dès le début. On a adoré le fait qu'on ne joue que 5 actions au début, puis 4, puis 3 et enfin 2. Mais en même temps, ces actions sont de plus en plus fortes. Le rythme est vraiment excellent. L'interaction est bonne. La courbe de progression s'annonce de mise. Voilà, ça reste un retour à chaud. Mais sachez qu'après une partie, on avait déjà envie de le classer parmi nos jeux préférés de l'année. Donc voilà, désolé pour la hype. On verra comment elle tient sur le long terme. Et on vous en reparle dès qu'on y rejoue. De toute façon, peut-être déjà demain. Alors, moi, mon top 2, vous ne l'avez pas du tout calculé, messieurs. Mais... Et c'est normal, c'est un jeu un peu bizarre. Mais j'aime bien la cover, déjà. Oui, mais tu vas peut-être déchanter quand tu vas avoir le matériel. Okay. C'est Dominance. Le jeu, c'est ça. C'est un jeu abstrait de conquête, entre guillemets, avec des pièces. Voilà l'image la plus représentative que je peux vous donner. C'est moche. Et pourtant, ça a l'air trop cool. Dominance, c'était un Kickstarter à la base. On va en récupérer une copie presse chez Gyoshix. Moi, je le résumerais comme une sorte de Seven Empires en jeu abstrait. En plus ramassé. Okay. Donc c'est vraiment un jeu étonnant qui se joue uniquement avec ces pièces de monnaie, les grosses pièces en métal là, qui vont démarrer sur des hexagones. Et on va les déplacer sur la map. On va pouvoir déclencher des affrontements entre les différentes factions qui représentent ces pièces. Et on va aussi, à chaque fois qu'une faction remporte un duel, elle va commencer à construire un scoring, en fait, qu'on va pouvoir améliorer en créant des structures qu'on voit sur l'image. Donc il y a des villages de valeur 1 qui deviendront des villes de valeur 2 et ainsi de suite. Ou on peut aussi mettre des ponts qui, s'ils vont relier 2 pièces de même faction, vont augmenter le scoring de 1 cran dans les 2 territoires. Donc on va avoir des dilemmes où on veut à la fois dépenser des pièces pour se renforcer en combat, pour gagner des batailles, pour être sûr que la faction qu'on soutient gagne des batailles, mais en même temps, on scorera à la fin du jeu en fonction des pièces qu'on a gardées derrière notre paravent jusqu'à la fin de la partie. Donc moi, je pressens une grande tension où il y a vraiment des dilemmes de est-ce que je claque ces pièces ou est-ce que je les garde, et surtout un côté un peu intérêt partagé, comme souvent, si on peut être à plusieurs à scorer sur la même nation, potentiellement, mais en même temps, il n'y en aura qu'un seul qui score, si j'ai bien compris, c'est celui qui a gardé le plus de pièces. Donc avec ce côté de qu'est-ce que tu as gardé derrière ton paravent, essayer de déduire en fonction des actions, etc. Donc voilà, on va contribuer à faire grandir certaines factions, mais si après on en perd le contrôle, on aura donné des points aux adversaires, et tout ça avec un gameplay extrêmement simple de je déplace des pièces sur des petits hexagones, une durée de partie annoncée de 30 minutes maximum, donc moi ça me chauffe à fond. Et combien de joueurs? Et 2-4, et je crois qu'à 4 c'est du 2 contre 2, donc ça peut être très cool aussi. Et j'espère que ça tombera pas à plat. En plus le matos a l'air top et assez original. Bon, c'est un peu marronasse, mais jouer avec des vraies pièces. Oui, c'est ça. Moins d'une heure, marronasse. Oui, ça c'est pas pour moi. C'est un mystère. Parfait. Exactement. Il y a des petits paravents, j'imagine. Ouais, c'est ça. Non, voilà. C'est un jeu qui sort de l'ordinaire et qui, moi, m'intéresse, m'intrigue beaucoup. Et je suis super content qu'on puisse en récupérer une copie. Très curieux aussi. Maurice dérive dans des jeux de niche. De plus en plus niche. De plus en plus. Sylvain, ton top 2? Mon top 2, faire le malin. Ça va être Battle of Diva de Salt and Pepper Games, qui est un peu
la suite spirituelle de Battle of Versailles par la même boîte d'édition Salt and Pepper Games. Okay. Je suis tous leurs jeux. À chaque fois, ils ont cette force. On en reparlera plus tard parce que sûrement qu'on va reparler dans le top 1. Mais c'est des jeux à chaque fois qui sont ultra thématiques. Ils prennent des thèmes de l'histoire, que ce soit celui-là, que ce soit qu'est-ce qu'ils ont fait avant Operation Barclays. Ils prennent toujours des thèmes forts sur lesquels ils vont réussir à mettre une mécanique qui colle, et souvent des jeux à deux qui sont très malins avec du tir à la corde ou alors du bluff, ou alors vraiment des choses qui tournent bien. Ils n'essayent pas de te vendre un jeu 2-4 joueurs qui fonctionne à aucune configuration. C'est 2 joueurs only et ils font vraiment du super travail. Donc j'ai grosses attentes sur encore ce thème qui est fort et des je crois que je l'avais vu passer, c'est avec la Cala, c'est je ne sais plus qui. Exactement, c'est ça. Battle of Versailles, t'as jamais joué, Mounir, je pense. Non, j'en ai entendu parler, je te ferai jouer une fois. Avec plaisir. Et ton top 2 ? Alors moi, c'est un petit jeu pour changer, et c'est... Je reste toujours dans les mêmes thématiques, vous allez peut-être m'en vouloir, mais c'est Tax the Rich. Ce qui va faire plaisir à Sylvain. De Ostby et Svensson. Et c'est quoi ? C'est un jeu de pli. Alors là... Bon, moi, j'avoue, c'est le thème qui m'a attiré. On va retrouver évidemment des cartes. Et des cartes avec quoi ? Avec l'auteur de Revive, non ? Oui, c'est les Norvégiens dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est les auteurs. Dre, là, je sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle Dr. Dre. C'est vrai. Et donc, on va jouer des cartes dans lesquelles on a... on va aller de toutes les classes, donc du plus pauvre jusqu'au président. Et on commence avec une phase d'enchère dans laquelle on va pouvoir justement choisir la couleur d'atout, le nombre de plis, un peu comme dans Inflation, et pour voir si on peut scorer des bonus. Alors le vainqueur de l'enchère, il va devoir avec son allié, parce qu'il a un allié, gagner le nombre de plis qu'ils ont parié. Alors les cartes des classes supérieures remportent toujours les plis, mais si à un moment, il ne vous reste plus dans votre main que des cartes faibles, des cartes de pauvres, des classes populaires, donc celles qui ont un drapeau, vous pouvez alors déclencher une révolution. Et c'est ça qui est bien, en révélant vos cartes. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça inverse évidemment le rapport de force. C'est les cartes les plus faibles qui permettent de... Oui, c'est trop bien, c'est les cartes les plus faibles qui vous permettent de gagner les plis, et inversement. Si vous avez déclenché une révolution, par contre, vous jouez... face visible, évidemment, parce que vous dévoilez vos visages et vous y allez avec la hargne et visage découvert. Ça jusqu'à la fin de la manche. Voilà, je trouvais que thématiquement, c'était vraiment sympa. Et il y a aussi 13 cartes règles qui ajoutent de la variété. Alors ça, à voir si c'est... super. D'ailleurs, on va aussi en avoir une copie presse. Là, à notre ça, j'ai vraiment hâte. Je trouve le thème est bien amené. Il y a une variante optionnelle dans laquelle les personnages féminins ils peuvent déclencher une révolution féminine, par exemple. Voilà, il y a les scientifiques qui peuvent discréditer certaines théories, et il y a aussi les travailleurs dans les règles additionnelles qui peuvent se syndiquer. Enfin, je trouve que vraiment le thème est bien exploité. J'ai envie de voir ce que ça donne. Celui-là, on va sûrement arriver à le jouer rapidement. Il a pas mal buzzé quand même. Je suis très étonné, mais il est dans les tops, dans la hotness, quoi. Ok, on va pouvoir vous en faire un retour rapidement, je pense. Samuel, ton top 1. On y est, Mounir. Ah voilà, allons-y. Feya Swamp. Donc Feya Swamp par les frères Osterlag. Donc c'est un des co-auteurs de Projet Gaia, Terra Mystica, Age of Innovation. Je l'ai déjà dit, c'est 3 jeux que j'adore. J'ai pas joué au premier, mais en tout cas c'est des jeux que j'adore. J'aime beaucoup la mécanique, etc. qui est tout autour. Là c'est une réédition d'un jeu qui s'appelle Kaiwai. Apparemment ils ont quand même pas mal retravaillé, ils ont amené des twists. Au niveau du thème, ici on incarne des clans qui vont devoir se développer dans un marais. Donc dans ce marais là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir déplacer nos bateaux. Donc on fait des actions, c'est de la pose d'ouvriers qui va permettre de sélectionner nos actions. On va déplacer des bateaux, on en a 2 au départ, on pourra en avoir jusque 3. Je crois, déplacer nos bateaux pour aller pêcher du poisson. On va pouvoir aussi construire et agrandir des petits îlots qui sont présents au centre de l'île, faire des offrandes aux dieux, faire des célébrations. Il y a quelques petites actions qu'on peut faire au-dessus, donc c'est du placement d'ouvriers assez tendu au-dessus, parce que les premiers emplacements sont gratuits, et puis très, très rapidement ça devient de plus en plus cher. On va pouvoir se développer, il y a une certaine asymétrie qui va se créer, donc cette asymétrie-là elle va être créée via des cartes guides, dans un premier temps, donc des cartes guides qui vont déterminer l'ordre du tour, mais ça va déterminer aussi le coût de certaines de nos actions. Donc ceux qui vont jouer plutôt sur la fin vont avoir tendance à pouvoir construire moins cher.
Ceux qui vont jouer au début, par contre, vont avoir d'autres avantages. Et on va aussi avoir accès à des bonus spécifiques à notre guide. Donc ça reste un peu différent des tuiles boost de Projet Gaïa, par exemple, parce que ça va vraiment déterminer le coût de nos actions derrière. La symétrie peut être encore plus poussée en mode avancé, parce que là le plateau action qu'on a au centre a un recto et un verso, où on va vraiment avoir des petites asymétries qui vont se créer à ce niveau-là. Et on va voir, on va se développer, on va pouvoir placer nos îlots et débloquer du revenu, comme dans Projet Gaïa, mais on va pouvoir aussi débloquer des bonus qui vont faire que notre pêche est plus performante, on va pouvoir gagner un bateau supplémentaire, gagner des ouvriers supplémentaires, voilà, on va pouvoir vraiment, il y a une vraie montée en puissance. C'est très complet, quoi. Assez complet, et le positionnement est super intéressant. Un twist qui est super intéressant aussi, c'est le côté, pour faire une action, il faut amener un bateau à un certain endroit, et si on n'est pas capable d'amener le bateau à cet endroit-là, on peut pas faire l'action. Et donc du coup la construction sur le plateau va avoir un intérêt parce qu'on va pouvoir dévier un petit peu les routes de nos adversaires, rendre les actions plus difficiles. Donc il y a beaucoup de choses qui ont l'air assez classiques dans les mécaniques, mais je sais pas, moi c'est quelque chose qui me hype vraiment beaucoup de par les auteurs, mais aussi je sens que c'est un jeu où on pourra pas tout faire, et surtout l'ordre dans lequel on va faire nos actions a une importance principale. Dans Projet Gaïa, moi ce que j'adore, c'est qu'on sait pas faire nos actions à fond comme on le veut. Je peux marquer plein de points si j'arrive à faire ça avant. Ah ouais, mais il y en a un qui est juste avant moi, et s'il arrive à le faire avant moi, j'aurai pas de points du tout. Donc il faudra savoir faire des compromis, et je sens que c'est un jeu qui est plein de tout ce que j'aime, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Moi j'ai hâte d'y jouer, et ça fait partie des jeux vers lesquels on s'est précipité ce matin à l'ouverture du salon. Un peu plus difficile à sortir rapidement, mais on va essayer, et on essaiera de vous en faire un retour rapidement. Voynich Puzzle. Parlons de Voynich Puzzle, allons-y. Danny Garcia. Alors Sylvain est allé chercher à Danny Garcia, comment ça se fait? Parce que c'est Sultan Pepper Games. Voilà, exactement. Bonne réponse, Boris. Ok, c'est un thème assez fort, donc c'est un manuscrit qui existe apparemment, le manuscrit de Voynich, je sais pas comment on dit, qui est cryptique. Qui est assez cryptique, et justement notre rôle ça va être quoi? Ça va être à travers diverses disciplines essayer de décrypter tout ce qu'on peut de ce manuscrit, et justement comment ça va se matérialiser. En fait on va petit à petit amener des pièces et reconstituer le puzzle entre guillemets que constitue le manuscrit. Alors comment on va faire? On va user de diverses connaissances scientifiques, comme je disais. Il y a la botanique, si je dis pas de bêtises. En gros, on va placer 2 cartes dans un livre. Et ces 2 cartes sont 2 cartes actions. Et ces cartes actions, elles vont nous donner justement les actions qu'on va faire à ce moment-là. C'est des cartes actions qui vont se matérialiser sur des cartes. Vous allez voir, il y a une partie qui est esquissée, une partie qui est un peu plus dessinée, un peu plus coloriée. En gros, c'est simplement la métaphore de l'amélioration de ces cartes justement qu'on va faire. Là, une commence avec une action, la deuxième avec 2 actions, et ainsi de suite. Donc, on va à chaque fois devoir changer de page, pardon. Et donc, on ne peut pas réutiliser la même action que celle qu'on a faite avant. Ce que j'ai bien aimé déjà, c'est que sur ces cartes actions, elles vont nous permettre de gagner un scoring de fin. Mais seulement le scoring de fin, il ne va pas aller avec les actions qu'on va réaliser. Et c'est un peu comme dans Sankoré, sans trop faire de parallèle, mais quand même, dans Sankoré, on va aller chercher des ressources dans une zone, mais on va les utiliser dans une autre zone. Ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire des actions, ces actions, on va essayer de les améliorer, elles vont nous donner un scoring, mais seulement si on a été dans d'autres zones pour justement les faire scorer. Et alors, on a des petits marqueurs qui vont nous faire, qu'on va faire progresser selon les 4 zones dont j'ai parlé. Mais ces petits marqueurs, ils ne vont pas progresser sur des pistes indépendantes, ils vont progresser sur la piste de score. Tous. Et alors, ces différents marqueurs qu'on va faire progresser, ils vont nous faire justement avancer dans nos recherches, et donc poser des pièces de puzzle au fur et à mesure. Ces pièces de puzzle, elles sont, comme tu disais tout à l'heure, dans une matrice. Ça veut dire qu'on va scorer des points en fonction de l'endroit où on met la pièce de puzzle. Peut-être c'est relié à 3, relié à 5, on a 8 points, et ainsi de suite. Apparemment, de ce que j'ai compris, chaque zone est un peu... il y a une interaction dessus, et il y a parfois même une interaction entre les zones. Comment? Par exemple, il y a un endroit où on va pouvoir prendre des ressources d'une zone et les déplacer dans une autre zone, ouvrir des pans pour nos adversaires, etc. Parce que justement, les endroits vont être bloqués. Par exemple, il y a une sorte d'arbre dans la partie botanique, et dans cette partie botanique, justement, on va se mettre à des emplacements où peut-être nos adversaires aimeraient bien aller. Et tant qu'on ne part pas de là, nos adversaires ne peuvent pas y aller. Donc il y a tout ce genre de petites interactions à l'intérieur qui est bien. Des opportunités aussi pour les autres, et qui vont pouvoir passer sur certaines zones par-dessus. Exactement. Il y a des côtés overflow quand tu as des ressources qui passent à un endroit, et le puzzle principal aussi au centre, qui permet, en
fonction des différents patterns que tu arrives à créer, c'est ça qui va te permettre aussi d'améliorer tes cartes de ce que j'ai vu. Donc oui, franchement, il y a une corrélation entre les différents mini-jeux qui est quand même assez... Ça m'a vraiment plutôt plu. Je vous écoutais, je me suis dit ça a l'air bien, et puis je me suis rappelé que c'était Danny Garcia. C'est justement le problème. Ce que je dis, c'est que Danny Garcia, il a au moins pour lui de toujours proposer des jeux avec des idées novatrices. Oui, ça je suis d'accord. Tous les jeux, il y a des propositions qui sont innovantes. Il aime bien le shared incentive, il aime bien des notions de tempo qu'on peut avoir sur pas mal de jeux. Il n'est pas cadré parce qu'il est souvent chez Devir et que Devir, on l'a vu, c'est toujours des jeux qui sont, ils font pas de développement, donc ils prennent le jeu, ils le mettent directement en prod comme ça. Et là, je me dis, Salt and Pepper Games qui eux savent faire du travail d'édition, de développement et tout, j'espère ont réussi à mettre leur savoir-faire avec Danny Garcia pour en faire un jeu qui va être, qui va être à la fois frais dans les mécaniques comme Danny Garcia sait faire, et à la fois équilibré et intéressant dans la réalisation. Donc, il y a aussi une petite course au déclenchement de fin de partie. Dès que quelqu'un sera arrivé sur la 52e case, ça va nous faire mettre la dernière pièce du puzzle, et donc on termine la partie ainsi. Évidemment, peut-être ce qui va justement inquiéter certains, donc toi Boris peut-être, c'est qu'on va faire pas mal de points pendant la partie. On va avoir un scoring de fin, comme je vous l'ai dit, avec les cartes notamment, mais on va faire pas mal de points au fur et à mesure de la partie, et donc peut-être que certains vont se dire « Ah ouais, non, c'est un peu trop salade de points. » Moi, c'est ce qui m'avait dégoûté de Barcelone, ça a été le début du moment où Danny Garcia, j'ai fait « Je peux pas ». C'était cette salade de points à n'en plus finir, mais écoutez, vous êtes tous les trois... hypé par celui-là, donc je serais peut-être J'attends de voir, parce que ça a l'air quand même de déborder un peu au niveau des points, pendant des bonus t'es plutôt dans ma team. J'attends de voir, mais il y a l'air d'avoir des idées qui sont quand même Audrey aussi, elle est bien hypée par Il était un Meeple, elle est bien hypée par ce jeu-là. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Évidemment, là, on est dans l'expectative. On ne sait pas du tout. Hein. On creuse un peu. On regarde un peu si les mécaniques sont susceptibles de nous plaire. Et puis après, on découvre. Ça se trouve. Moi, j'attends de tomber sur un nouveau Steven. C'est-à-dire un jeu que je n'aurais pas du tout vu. Je vais y aller et je vais me dire, waouh, c'est génial. Just Star, l'année dernière, c'était ça aussi. C'était ça pour toi, ouais. Un peu comme ça, quoi, à l'aveugle. C'est Sacha qui a eu du nez. Il a dit, tiens, j'ai repéré ça un petit peu. Allons voir. Et le jeu vraiment était excellent, donc effectivement... Oui, ça arrive, c'est le côté... Love is blind, l'amour est aveugle. Allez, j'enchaîne sur mon top 1, c'est Soothsayers, un jeu de chez Play2Z, donc un ancien de Z-Man Games qui s'est reconverti dans sa boîte et qui fait des jeux super, des jeux qui ont vraiment une vraie proposition. Il y a Lynx notamment... Il y a Hero aussi, qui est un jeu de tableau vraiment très nerveux. Il y a King's Coalition, qui est vraiment un Fantasy Realms-like, mais qui m'a beaucoup plus convaincu que le jeu original. Okay. Donc vraiment, c'est un éditeur pour moi qui est absolument à surveiller. Et là, on est sur une direction artistique complètement barrée, donc ça a l'air vraiment cool. Qu'est-ce que c'est Soothsayers ? C'est une espèce de construction de tableau dans 4 types d'actions différents. Moi, ça m'a fait penser à Gloire de Rome, que j'aime beaucoup, ou à Earth, que j'aime moins, parce qu'il y a un côté sélection d'actions où les autres peuvent suivre ou passer, mais ça a l'air bien plus minimaliste qu'un Earth qui part dans tous les sens, donc je suis rassuré là-dessus. Et surtout, il semble avoir une tension sur des jetons qu'on va se piquer entre nous. Et il y a aussi des moments où on doit déconstruire le moteur qu'on a bâti dans le tableau de cartes. Et moi, je trouve toujours que c'est des gestions, des arbitrages à faire qui sont très intéressants. Quand tu te construis un tableau, puis qu'il y a des moments où tu dois péter certaines parties du moteur, j'en parlais avec Mounir, c'est une des raisons pour lesquelles le Knar, par exemple, c'est un jeu que j'apprécie. Parce que, voilà, tu as un moteur très puissant, mais il y a un moment, tu dois le sacrifier en partie pour, en l'occurrence, capturer des cartes tarot qui ont l'air bien puissantes, assez excitantes, et du coup ça a une course pour obtenir un certain nombre de jetons destin aussi, et ça m'a vraiment fait penser à Innovation de Karl Schedick, c'est-à-dire que tu as vraiment des objectifs à faire, et en fonction du nombre de joueurs, tu en auras un certain nombre à faire, et dès que tu les as, bim, c'est fini, et c'est vraiment ça le but du jeu, et Innovation, c'est un des meilleurs jeux de tableau de cartes de tous les temps.
Donc j'ai vraiment des très grosses attentes sur celui-là. En plus, normalement, si tout va bien, on va pouvoir passer chez Play2Z et rencontrer Zev, qui a l'air d'être vraiment un gars hyper passionné, qui édite plein de jeux. Tu lui dis, mais pourquoi tu fais autant de jeux? Il dit, parce qu'ils sont tous trop bien, il faut qu'ils existent. C'est vraiment le gars qui est en mode YOLO complète sur ses sorties, mais qui a l'air Du coup, c'est d'être un petit jeu, du coup. Donc t'auras oui. Moi, une boîte de ça? C'est pas encore sûr, mais c'est en négociation, et on vous tient au courant dans la vidéo de demain. C'est l'auteur de Positano. Ah ok, que moi j'ai pas encore joué, mais qui a l'air très cool. Excellent jeu, qui a fait parler de lui aux États-Unis, que j'ai à la maison. Un jeu d'enchères de la catégorie Sealed, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes cartes, avec lesquelles on enchérit de manière fermée. Okay. Bref, Positano, c'est un jeu très sympa qui se joue en 45 minutes. On construit des maisons, on enchérit pour construire des maisons et pour essayer de bloquer la vue des autres. Ultra méchant et vraiment un chouette jeu. Donc, tu l'avais noté aussi, du coup. Donc je l'avais noté à cause de ça. Ouais. Ok. Allez, le plus aigri pour la fin, Sylvain, ton top 1. Ce sera Tebai, yes. de Tourski, que je n'ai pas joué, que vous tous les deux vous avez joué. Donc, vu qu'il n'est pas dans votre top, je me dis que en fait la hype est redescendue chez vous. Non, pas du tout. C'est très bien. Et que je suis le seul resté hypé. Non, pas du tout. Mais voilà, on me l'a pitché plusieurs fois. J'ai la moitié des règles dans la tête et ça me fait bien envie. Il y a l'air d'avoir un côté assez abstrait quand même dans la gestion du jeu, mais très interactif. Oui, c'est ça, il y a une belle interaction. Le placement de dés, dans la gestion de tout ça, des majorités, de comment on va se placer. Ouais, avec une sorte d'interaction positive, c'est-à-dire que tu fais du saute-mouton par-dessus des dés, et quand tu passes par-dessus tes propres dés, tu les déforces. Par contre, quand tu passes par-dessus les dés des adversaires, tu les augmentes, mais en même temps c'est moins cher de passer par-dessus les dés des adversaires, donc tu es vraiment incité à le faire, et donc on va se faire un peu de la chat et tout ça, et ça dans un euro c'est assez rafraîchissant. Il y avait un côté un peu Spirium, où on vient comme des mouches autour d'un caca, tous autour des mêmes bazars, et du coup on va vraiment se regarder en chien de faïence pour voir qui va construire quoi. Quand tu vas mettre une action au milieu, ça va l'offrir à tout le monde potentiellement. Il y a plein de chouettes idées. Et c'est Turci qui refait un jeu qui me parle et ça fait plaisir et qui dégouline pas dans tous les sens pour une fois, même si c'est un euro assez chargé et tout. Tu vois comment en quelques parties on va pouvoir le maîtriser. Le véritable intérêt du jeu, je trouve, c'est vraiment ça. On a un plateau perso avec des tuiles actions, et c'est les tuiles actions qu'on va mettre sur le plateau et qui vont servir à tout le monde. Et ça, je trouve, c'est assez organique, quoi. C'est vraiment. Et alors, forcément, ça va construire la manière dont on va se déplacer, parce que comme le disait Boris, on va avoir intérêt ou pas à passer sur nos dés. Moi, j'ai très hâte d'y rejouer. Tu l'as précommandé, cool. Je l'ai précommandé avec les pièces métal. La totale. J'y crois bien. Il fallait faire un choix entre Tebai et Tianxia. Ton choix, tu l'as fait. Visiblement, après ma partie d'essai a été recalée, donc on mise tout sur Tebai cette année. Moi, j'aime bien ce que fait Tourski en général. J'ai bien aimé Nucleum, j'y joue encore de temps en temps. Donc je vais y aller, même si ça n'a rien à voir, je vais y aller sur. Et sur le scoring aussi, il y avait une course, c'est vraiment intéressant parce que il y a des endroits pour scorer certaines choses et il n'y a qu'une personne qui va pouvoir y aller. Quand tes dés sont retraités, ils vont au Panthéon, ils vont pouvoir revendiquer le scoring. Bref, il y a plein de bonnes idées. Il y a des donc on jouera avec toi avec plaisir. Oui, évidemment, il y a toujours des jeux qu'on ne cite pas, c'est pas parce qu'on est obligé de faire des choix, quoi. Et évidemment, comme on avait déjà parlé de Fourmi notamment, mais c'est bien que tu l'aies remis dans ton top parce que c'est vraiment un jeu qu'il faut aller voir, quoi, je pense. Et Tebai, c'est la même chose. Et il y a un peu plein de jeux comme ça qu'on a déjà en ligne de mire. C'est bien que tu es sorti ailleurs parce qu'on avait tous envie d'en parler, je pense. Et voilà, mais on est toujours obligé de faire des choix comme vous. Vous êtes obligé de vous dire, je ne saurais pas tout aller voir. Voilà. Comme quoi, cette année 2025 d'Essen, cette cuvée s'annonce plutôt pas mal. En tout cas, il y a plusieurs jeux qui nous donnent envie, qui nous titillent. Rendez-vous demain pour la suite, pour nos premières impressions en léger différé depuis le salon. Nous, on va jouer, toi, tu fais le montage ? Oui, bien sûr. Merci. Allez, ciao. Si vous aimez notre travail, coffee.com/rue du jeu, la boutique partenaire goldenmeeple.be. Et puis, abonnez-vous et rendez-vous demain. Oui, et si vous nous voyez sur le salon, n'hésitez pas à faire coucou. Tout à fait. Évidemment. Allez, ciao, à demain. Salut.